c'est à moi qu'incombe la joie d'ouvrir la séance. Mais je vais le faire sans plus attendre. On avait prévu un certain nombre de places, bon, visiblement bien estimées, puisque la salle est bien remplie. Et puis, ravi de vous accueillir au sein du CFAI Provence, donc entité de formation de l'UMM. Monsieur le vice-président du Conseil régional, délégué à l'emploi, au développement économique, à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, Monsieur le président du Club des entreprises Ouest-Provence, Monsieur le président du groupement des entreprises Ouest Étang-de-Berre, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir ce soir. Je vais être court, essayer d'être court. Généralement, on me demande toujours de raccourcir, mais je m'engage à l'être, je vous promets. Mais je souhaite dire quelques mots pour remercier les partenaires qui ont rendu possible cette belle manifestation. Tout d'abord, mes remerciements s'adressent à M. Romain Gilles, président du Club des entreprises Ouest-Provence, et à M. Luc Frison, président du groupement des entreprises Ouest Étang-de-Berre, qui, avec le CNAM, se sont mobilisés pour vous offrir un moment d'échange avec un grand nom de la prospective en France, qui est Michel Godet. Ensemble, nous partageons la volonté, et je dirais même la mission d'accompagner le développement économique des entreprises. Je souhaite profiter de la tribune qui m'est accordée pour vous parler un instant d'un outil au service des TPE, animé par le CNAM et le Conseil régional, et qui s'intitule ANNC. Comme tout le monde le sait, je vérifierai à la fin de la séance, qui s'appelle Activité nouvelle, nouvelles compétences. Son principe est très simple. Il permet à un dirigeant de TPE, porteur d'un projet, visant à conquérir un nouveau marché ou à structurer son activité et ne disposant pas de la ressource humaine pour piloter son projet, d'intégrer un demandeur d'emploi qui devient le pilote de votre projet. Dans le cadre d'un stage de 6 mois, cofinancé par le Conseil régional et complété par une formation délivrée par le CNAM. Le parti partagé est celui de voir le pilote réussir le projet de l'entreprise et créer ainsi son emploi. Et ça marche. 150 entreprises utilisent cet outil et dans 75% des cas, le développement d'activité est au rendez-vous avec un emploi pour le pilote. Nous avons parmi nous ce soir des entreprises qui ont utilisé ce dispositif. Je pense en particulier à l'entreprise sefairaider.com et à son dirigeant qui pourra partager son expérience avec vous lors du cocktail après la soirée. Ceci m'amène naturellement à remercier M. Bernard Morel, vice-président du Conseil régional, délégué à l'emploi, au développement économique, à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, pour sa présence parmi nous ce soir et pour l'action qui conduit à la tête de sa délégation régionale en faveur du développement économique des entreprises. Enfin, pour conclure, je souhaite remercier l'équipe du CFAI Provence, amenée par son directeur Jean-Pierre Dos Santos, qui nous accueille et qui a assuré une efficace organisation logistique, aidée comme d'habitude du Sud-Ouest Provence. Et au passage, permettez-moi de remercier aussi Jean-Sébastien Chantôme, directeur du CNAM, qui, avec ses proches ici présents dans la salle, ont aussi œuvré à la réussite de cette soirée. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Alors c'est à mon tour de dire quelques petits mots. Je vais être très bref parce que Jean-Marie a déjà remercié à peu près tout le monde, mais je vais quand même le refaire. D'abord, monsieur Godet, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. On attend avec impatience votre intervention. Merci à toi, Jean-Marie, de nous accueillir ici. Tu as la double casquette du CNAM et du CFAI. Jean-Pierre, merci à toi parce que non seulement tu nous reçois chez toi, chez nous, mais tu as participé fortement à l'organisation très concrète. Merci beaucoup. Et pour finir, un grand merci au club Ouest Étang-de-Berre, au travers de Romain Gilles, son président, et de Christian Ronda, son vice-président, avec qui nous ont associés à cette manifestation il y a bien longtemps. Nous club d'entreprise du territoire du pays de Martigues, et avec qui on fait de plus en plus d'actions régulièrement, parce que du point de vue de nos adhérents, le pays de Martigues, Sannes, c'est un peu le même territoire, on a des clients et des salariés sur les deux. Donc c'est tout à fait naturel qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous.
3 feuillets, 3 minutes. Monsieur le vice-président du conseil régional, mesdames et messieurs, messieurs les représentants du SAN Ouest-Provence et de la CAPEM, monsieur le maire, forte d'une tradition industrielle de plus de 40 ans, notre territoire ne bénéficiait pas, à contrario, de toutes les structures d'enseignement qui auraient permis à nos jeunes de bénéficier d'une formation initiale sur place et aux personnes en poste ou en recherche d'emploi de pouvoir prétendre à toutes les formations continues leur permettant de prétendre aux emplois générés par le monde industriel. Ce n'est pas faire injure aux autres institutions de formation que d'affirmer que la présence du CFAI et d'une antenne du CNAM à Istres représente un saut qualitatif en matière de formation. J'ajoute que les bonnes nouvelles en provenance des entreprises aéronautiques justifient a posteriori ces implantations. Je dis bonnes nouvelles, on va oublier les autres pour un certain temps. Notre rôle de club d'entreprise, nos rôles devrais-je dire, puisque je parle aussi ce soir au nom du GWeb, c'est de vous faire connaître les possibilités offertes par ces institutions. C'est aussi une piqûre de rappel sur le fait que l'avenir de nos entreprises passe par l'innovation et par la formation de nos salariés. Il est également de notre rôle, au GWeb et au Club des entreprises de Ouest-Provence, d'ouvrir des perspectives et de sortir des champs de réflexion habituels, des propos convenus et de la pensée unique. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui, avec la venue du professeur au CNAM Michel Godet, membre du Conseil d'analyse économique et du Conseil économique de la Nation, que je remercie vivement d'être venu jusqu'à nous. J'en profite également pour remercier le CNAM pour avoir rendu cet événement possible. Je veux terminer un petit peu égoïstement par un petit mot et une annonce sur nos 2 clubs d'entreprise et leur avenir. Il ne vous a pas échappé que des évolutions institutionnelles importantes étaient en cours, qui bousculent les habitudes et vont déplacer les centres de décision et les allocations de moyens. Dans ce contexte, c'est souvent un triangle Marseille-Aix-Aubagne qui focalise les préoccupations. En dépit de son poids économique, démographique, financier, l'ouest de l'étang de Berre est, je dirais, quelque peu mis sous cloche dans l'attente des arbitrages qui seront réalisés parfois ailleurs. Afin de peser modestement à notre niveau sur ces évolutions, le GWeb et le Club des entreprises de Ouest-Provence ont créé un comité de coopération dans le but de parler d'une seule voix et de porter les intérêts du monde de l'entreprise dans notre bassin économique. Je vous remercie maintenant de votre attention et je laisse la parole à Monsieur le Vice-président. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci, Messieurs les Présidents, Monsieur le Maire. Quelques mots. Je vais présenter comme vice-président de la région, je le suis, mais c'est à titre personnel que je suis ici. Je dirai 2 mots après sur l'importance que j'attache au CNAM, enfin je le dis tout de suite d'ailleurs, au CNAM et au CFAI. Chaque fois que le CNAM m'a demandé de venir comme vice-président délégué, je suis toujours venu, et le CFAI pour moi c'est très important, d'autant plus que le conseil d'administration du lycée Léonard de Vinci avec qui vous travaillez, j'en suis membre. Alors on m'a demandé de me présenter Michel Godet. Alors je veux dire, mon problème c'est que Michel Godet, je le connais, enfin nous avons usé nos pantalons ensemble à la fac il y a 42 ans. Alors 42 ans ça fait longtemps. D'ailleurs, je fais l'exercice, c'était en 1970, 42 ans avant, c'était 1928. On m'aurait dit que j'allais parler de choses 42 ans avant, vous remarquez les proportions. On a travaillé ensemble, qu'on se connaît bien, on a eu le même maître, à qui on peut rendre hommage ici au cher Michel, c'est Christian Bou, qui était prof, qui était notre prof, et qui est toujours notre maître absolu, puisque je le vois tout le temps, et qui a été non seulement prof, mais président, député maire de Bandol et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. On se voit avec Michel régulièrement ensemble. Donc c'est pour moi très important de dire que, alors Michel Godet est actuellement professeur au CNAM, il est surtout prospectiviste et connu comme tel. Et nous avons d'ailleurs travaillé en prospective tous les deux, puisqu'on était les chouchous de notre maître sur la prospective, ayant fait des thèses sur les mêmes sujets. Et oui, sur des thèses. Alors après on se voit pas avec Michel, on s'est perdu de vue, on n'est pas souvent d'accord sur nos idées politiques, il faut bien le dire, mais ça n'a strictement aucune importance, parce qu'on a des points qui nous rassemblent. Il y en a 4 qui nous rassemblent. Et je vais le dire très rapidement. Le souci de l'entreprise.
L'entreprise est pour nous l'élément central du développement économique et de l'emploi. Le deuxième caractéristique, c'est le sens de l'innovation et donc de la prospective. Et aujourd'hui, évidemment, il est particulièrement important de parler d'innovation et d'internationalisation. Le troisième point qui nous fait très proches, Michel et moi, c'est le sens de la proximité. La proximité avec les gens, et je sais qu'ici, à Istres, la proximité, c'est quelque chose de très important. C'est mon cher François, c'est vraiment fondamental. Mais c'est aussi la proximité avec les entreprises, c'est des entreprises proches. Et puis le quatrième point, qui est aujourd'hui à la mode, et Dieu merci, il est revenu à la mode, c'est l'industrie. Le sens de l'industrie, du développement industriel. Ce qu'on appelle aujourd'hui le redressement productif, mais qui est qu'il faut produire des choses. À un moment donné, il ne faut pas simplement produire des idées, il faut produire des choses, ou des services, mais des choses. Voilà tout le sens de ma raison, de ma venue ici, personnelle, mais aussi à titre de vice-président du conseil régional. Et je veux dire que ce que l'on fait avec la NNC, activité nouvelle compétence, c'est quelque chose d'exemplaire. La région y met quand même 1 million d'euros par an, ce qui n'est pas rien, je clame, pour cette activité dont Michel me dit qu'il dirait 2 mots, qui est absolument essentielle pour permettre à des jeunes de reprendre le sens de l'emploi, de reprendre le sens du risque. Si j'ai parlé d'entreprise tout à l'heure, c'est par rapport à ça. Ce qui nous manque aujourd'hui, aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, c'est le sens du risque. Que ce soit une entreprise privée, une entreprise publique, une économie sociale et solidaire, peu importe. C'est le sens du risque. Et la NNC apprend le sens du risque. Merci Michel d'être venu. Michel, si vous permettez, on a la joie d'avoir parmi nous Monsieur le maire d'Istres, et puis vice-président du Centre-Ouest Provence. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots. Mesdames, Messieurs, je n'ai pas eu, issu de la FADEX pour l'économie et de Montpellier pour le territoire, des professeurs prestigieux. Le prestige, c'est porté qu'on puisse le trouver quelque part. C'est sur le terrain qu'effectivement j'ai essayé de le faire. Et en m'appuyant effectivement sur les expériences et les conseils que je écoute régulièrement assez dans l'air. Et oui, mais je le regrette parce que je vous aurais écouté volontiers, mais vous êtes un orateur de qualité et surtout plein de précisions qui sont fort utiles à l'heure où on se pose beaucoup de questions. Je vous remercie d'avoir choisi, élu domicile ce soir à Istres pour parler de problèmes aussi importants. Il y a d'abord un symbole, c'est FAI. Vous voulez parler de formation, élément déterminant dans l'évolution économique, car si on n'a pas des employés de qualité avec une grande qualification qui colle aux réalités du terrain, eh bien, on a malheureusement des projets qui peuvent s'échapper. Puis ce CFAI, il y a des noblesses qui sont acquis, qui sont reconnus et qui nous servent aujourd'hui comme un élément tout à fait bénéfique pour justifier justement le point d'impact que doit représenter ce territoire dans notre région. Et je suis très heureux que vous le fassiez à ce moment, pas parce qu'il y a des échéances qui arrivent, mais parce qu'il y a toute une série de choses qui se mettent en place. D'abord parce qu'avec M. Ferrari, nous travaillons depuis très longtemps, enfin depuis au moins 2 ans, sur le pôle aéronautique, et que celui-ci se met en position petit à petit, de manière tangible, réelle, avec des annonces qui sont même cette fois-ci prestigieuses, puisque le chef de l'État lui-même a consacré Istres comme la terre de création du futur dirigeable, qui va donc commencer dans les mois qui viennent chez nous. Et puis aussi, nous avons effectivement des projets avec la réalité qui s'impose justement à l'évolution que nous suivons, que nous souhaitons, à côté de l'importance industrielle reconnue, classique, qui est celle du porte-fosse, pour lequel nous avons effectivement là aussi beaucoup de chimènes, en espérant que les grands projets puissent s'ajouter à d'autres, et surtout puissent trouver une logique, je dirais, territoriale à partir du moment où d'abord on a fait ce choix de cette région, de placer ici les grands industriels, mais aussi de les faire, je dirais, suivre dans le pays tout entier, et le combat que nous avons mené à travers justement l'idée de la métropole, parce que c'est un élément qui m'en a servi pour justifier les choses,
vient de la structuration routière qui va bientôt commencer aussi, enfin, dans les mois qui vont commencer, et qui va être largement avancée par rapport à 2020 qui était prévu, mais justifie que beaucoup de choses se font, car, vous l'avez dit, Bernard, à juste titre, le terme industrialisation revient à la mode. Et c'est une bonne chose pour nous, parce qu'effectivement, nous sommes dans un territoire qui est choisi dans les années 70 comme un territoire national pour faire des opérations d'envergure, caractère international, où on ne parlait pas de mondialisation, où on s'est armé finalement bien avant l'heure. Et je pense que nous avons les capacités pour reprendre le défi. Je suis heureux que M. Morel soit là, car c'est un homme modeste, il ne va pas souvent parler de lui, je le ferai à sa place. C'est un élu depuis longtemps, j'ai été moi-même élu à ses côtés. J'apprécie beaucoup d'abord son effet de mesure, c'est pas un braillard. Quelqu'un qui se met en avant, c'est quelqu'un qui fait germer les idées de tous les autres, que tous les autres reprennent. Et je suis très heureux car d'abord elles sont bénéfiques et deuxièmement après on voit effectivement les choses avancer. Et lui aussi est un moment qui est particulièrement charnière puisque les contrats de plan avec l'État sont en train d'être mis en place, les contrats avec les collectivités vont suivre et les négociations avec la Commission européenne se trouveront comme ça aussi enchaînées. Donc cette réunion vient au bon moment, surtout dans le volet direct entre, bien sûr, ce qui est l'industrie et le territoire. Nous sommes responsables des territoires, nous ne pouvons pas le faire sans l'évocation et sans le soutien réel, pas de circonstances, pas quelques mois d'échéance, j'ai toujours dit ça, au niveau de l'entreprise qui est le pivot économique, qui est le pivot aussi social, et qui donne le pivot de vie. Alors, grande manifestation pour cela, je vous remercie encore, et si nous pouvons les uns les autres avoir quelques idées utiles, quelque temps, faire une bonne soirée. Merci à tous. Merci Président. Alors Michel, on s'excuse infiniment, on avait parlé du quart d'heure marseillais, mais comme on sait que vous êtes régionaux, vous connaissez ça, on a pris 2 quarts d'heure marseillais. Michel Godet, la parole est enfin à vous. Je ne sais pas si ça marche le micro qu'on m'a mis derrière, c'est bon? Chacun d'entre vous aurait pu parler au moins autant que moi. Hein, donc je ne suis pas inquiet et c'était tout à fait intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Y compris, j'ai appris des choses sur ce que Bernard, l'image que Bernard avait de notre relation depuis 40 ans. Moi, j'ai eu une image un peu complémentaire. Hein. C'est vrai qu'on est différents, mais moi, je trouve qu'on s'enrichit des différences. Et on peut partager des objectifs en commun, mais avoir des chemins pour y parvenir qui ne sont pas les mêmes. Et on respecte, on se retrouve sur les objectifs, et puis ensuite, effectivement, sur le chemin, on peut différer. Et notamment, je vais peut-être le décevoir, mais sur l'industrie, ma religion n'est pas complètement faite. Même peut-être que la lumière du livre que je suis en train d'écrire, et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle « Libérer l'emploi », qui sortira en janvier, ne réclamez pas la sortie, hein. Libérer l'emploi en sous-titre pour sauver les retraites, parce qu'il y a un lien. J'ai notamment été assez impressionné par les Suisses, pas par leurs finances, mais par le fait qu'ils ont 3% de chômeurs, 26% de travailleurs étrangers. Donc le fait d'avoir des travailleurs étrangers n'est pas un handicap. L'emploi et au chômage, au contraire, condition qu'on les fasse travailler, évidemment. C'est suspensif. Et puis ils disent, les Suisses, que le meilleur moyen d'avoir une industrie florissante, ça fait 3 ans qu'ils sont innovants et en tête de l'innovation mondiale dans les classements, ils disent c'est de ne pas avoir de politique industrielle. Donc c'est un débat qui m'arrive. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à mes yeux, une politique industrielle qui est pensée par des gens qui regardent la France à la jumelle et qui n'ont jamais géré un compte d'exploitation, ça risque de coûter cher aux citoyens. C'est un point de vue parmi d'autres. Je m'exprime librement, il n'y a pas de censure ni d'autocensure. J'ai été décoré par le précédent Premier ministre pour la pertinence de mon impertinence, donc j'ai toujours dit ce que je pensais tout haut et ce que d'autres pensent éventuellement tout bas. Alors, donc je ne peux pas savoir si c'est à droite, à gauche. Si je me trompe, on le montre, si je ne me trompe pas, qu'on m'écoute. Et donc j'ai prévu, comme d'habitude, bon, je ne vais pas rappeler qui je suis, je dis simplement un ou deux mots quand même. Je ne suis plus membre du Conseil d'analyse économique, je l'ai été pendant 8 ans. Et puis il y a eu un changement de majorité, mais ça n'a rien à voir. Ça a été complètement renouvelé. Et puis j'avais fait mon temps, il faut savoir que j'en avais. Et j'ai fait 3 rapports, donc je suis assez fier quand même. L'un sur la famille et l'affaire publique,
avec Évelyne Sullereau, ça intéresse personne, la famille. Personne. Parce que les enfants ne votent pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait un article là récemment qui va sortir dans l'Ouest France qui s'appelle « Famille, je vous saigne ». Bon. Donc ça changerait si les enfants étaient électeurs, mais ce n'est pas le sujet. Bon. J'ai fait un rapport sur le vieillissement, une bonne nouvelle. Tant qu'à faire, autant en profiter, hein, puisqu'on vit jeune de plus en plus vieux. Et puis, un rapport qui est plus central par rapport à aujourd'hui, sur la créativité et l'innovation dans les territoires. Tous ces rapports sont téléchargeables gratuitement sur le site du CAE, 500 pages. Donc, mais si vous voulez une version plus soft, la documentation française fait des petits livres de poche à 9 €. Je n'ai pas de droit d'auteur, donc je peux en parler. Voilà. On fait ça pour les beaux yeux de la République. Et c'est une des choses aussi qui nous rapproche avec Bernard, c'est que finalement, on a le sens de l'intérêt général, je crois, hein, et on a le sens finalement du don vis-à-vis de la collectivité. Et ça, c'est assez important parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours partagé et on n'est pas assez nombreux à conspirer, comme on dit. Bon. Et donc, mes ouvrages, il manque le prochain qui va sortir. Là, vous aviez les 2 derniers sur la France des bonnes nouvelles. Car la bonne nouvelle générale que je porte depuis des mois, c'est que si la France d'en haut va mal, et elle ne va pas mieux en ce moment qu'avant, hein, bon, mais celle d'en bas va plutôt bien, plutôt mieux, ça dépend des endroits. Et elle ira encore mieux si celle d'en haut lui fichait la paix. Donc vous avez compris mon point de vue, il est anti-jacobin. Et ce n'est plus une question de droite et de gauche, à ce moment-là, c'est une question de gouvernance de la République. Et c'est une séparation très forte, ça, qui sépare aussi bien d'ailleurs la droite que la gauche. Le centre, on ne sait pas où il est, donc de toute façon, hein, bon, il doit être au centre. Alors j'ai prévu 4 parties, l'avenir en confiance, renforcer la créativité et l'innovation et les magiciens de la croissance. Bon, alors là c'est la partie prospective, c'est mon cœur de métier, et en tant que bon prospectiviste d'ailleurs, je me suis fait remplacer, j'ai prévu la relève, et donc mon successeur est là, sur une chaire de prospective et de développement durable. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand il y a un grand chêne et un jeune chêne? Le jeune chêne, il n'a qu'une envie, c'est que le grand chêne s'en aille. Donc je vais m'en aller, c'est ma dernière année, hein, puisque l'avenir et la relève est assurée. Et donc ce qu'on dit en prospective, c'est 2 choses importantes. C'est que l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Il est à construire, donc ne cherchons pas à prédire, à deviner à l'avance. Et on dit aussi qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, cette belle phrase de Sénèque. Donc la vraie question c'est, savoir où j'ai envie d'y aller. On va voir que ça nous renvoie d'ailleurs aux questions du développement endogène. Arrêtons de pleurer sur la mondialisation, sur les contraintes internationales, elles sont les mêmes pour tous, mais il y en a qui s'en sortent mieux que nous, y compris en France dans certains territoires. Comment font-ils pour avoir, vous allez en Mayenne, ils ont 3-4 points moins de chômeurs que les autres départements. Comment font-ils? Vous allez dans l'Ain, c'est un peu la même chose. Alors, il y a des spécificités autour de Lyon et pas loin de la Suisse. Vous allez aussi dans le pays de Vitré, 42% d'emplois industriels, mais 6% de chômeurs. Parce qu'il y a un élu qui s'appelle Pierre Ménury qui fait un travail fantastique depuis des années, depuis des décennies, et donc ça paye sur le long terme. Bon. Donc il n'y a pas de fatalité, mais il y a des gens qui ont des projets et il y a ceux qui n'en ont pas. Alors, les attitudes complémentaires face à l'avenir, elles sont au nombre de 3. La réactivité, la préactivité et la proactivité. Très important de bien distinguer ces 3 notions. Même pour vous en tant que chef d'entreprise, c'est vital. Quand vous faites un plan d'action, il faut 3 colonnes. Il y a des urgences, il faut s'en occuper. Il y a des choses annoncées, il faut s'y préparer. La préactivité, c'est agir pour se préparer au changement attendu. Et il ne faut jamais oublier, même s'il y a beaucoup de choses annoncées, beaucoup de choses qui sont urgentes, d'avoir un projet. La proactivité, agir pour provoquer les changements souhaités. Et chaque colonne ne doit pas être ni trop vide ni trop remplie au détriment des autres. Et naturellement, quand il y a le feu, il faut l'éteindre. Alors on l'aime ou on ne l'aime pas, je ne donnerai pas mon point de vue, mais Sarko, c'était un bon manager de crise. Simplement, il avait oublié, sur le plan international j'entends, pas sur le plan national, il avait oublié une chose, c'est qu'une fois que le feu est éteint, ce qui coûte cher, c'est le dégât des eaux. 500 milliards d'euros de dette. Bon. Alors on va dire, mais il a quand même remplacé un fonctionnaire sur 2. Donc il a fait quelque chose pour essayer de réduire la dépense publique. Mais quand on regarde de près, parce que moi j'aime bien regarder les choses de près, on constate que les 2 tiers des économies soi-disant faites sont allées in the pocket en prime des hauts fonctionnaires de Bercy qui l'ont fait. Et des primes pérennes. C'était pas un coup pour une année. Donc en fait on nous a enfumés. Bon, voilà, donc je suis pas content. Hein. Donc en fait je n'arrête pas d'être déçu de ceux qui sont là. Donc ça pose un problème d'ailleurs ça. Donc le meilleur moyen de ne pas être déçu, c'est pas d'y aller, mais c'est d'agir là où on se trouve, dans le terrain où vous êtes, et donc d'encourager les acteurs que vous êtes, les entrepreneurs, les conspirateurs. Là, le proactif, c'est l'assureur, et le proactif, c'est l'entrepreneur, celui qui innove par définition. Hein. Donc c'est très important ces 3 attitudes. Maintenant, 5 questions fondamentales. Alors je résume la prospective à quelques idées clés là. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, il y a des méthodes, il y a un tas d'autres choses. Vous verrez sur mon site si ça vous amuse. J'ai fait un cercle d'entrepreneurs du futur. On a mis ça en 3 langues. Et mon livre de prospective stratégique est en 7 langues téléchargeable gratuitement.
Donc en arabe, il n'y a pas que le Coran maintenant en arabe, c'est important. On peut apprendre l'arabe en lisant la prospective stratégique, c'est bien. En chinois, etc. Comment? Oui, enfin, il n'y a pas que le Godet, je ne suis pas tout seul. Bon. Donc 5 questions fondamentales. Que peut-il advenir? C'est une question qui est inutile, vous l'avez compris, puisque l'avenir est à construire, on ne le saura qu'après. C'est comme le gars qui, en se mariant, voudrait savoir si sa femme sera fidèle. Il ne le saura qu'après, encore pas toujours. Donc il faut bien faire des paris. Ça ne sert à rien de se poser trop la question. On fait trop de scénarios en prospective. On ne fait pas assez de projets. Et la vraie question fondamentale, c'est qui suis-je? Celle qu'on oublie de se poser dans la plupart des stratégies, y compris de territoire. Je connais bien le Maroc, ils ont fait des scénarios, ils ont fait des séminaires à Futuri et ailleurs, ils ont fait tous les scénarios du monde sur la mondialisation, les nouvelles technologies, etc. Ils ont oublié de se poser des questions sur eux-mêmes, faire le travail, de travail interne, leurs forces et leurs faiblesses. Le fameux « connais-toi toi-même » des Grecs anciens, la connaissance de nos forces les augmente, la connaissance de nos faiblesses les réduit. Donc c'est très important. Alors, je ne sais pas si ça a été fait dans la région PACA ou si ça a été fait dans le territoire ici autour. J'ai vu qu'il y a des problèmes d'identité respective. Chacun ne se sent pas bien traité suffisamment par les autres, quoi. Bon. Donc il y a un travail à faire. En tout cas, ce qui est clair pour un territoire, c'est que c'est l'union qui fait la force et la faiblesse provient des divisions. Et donc si on ne sait pas expliquer, si on ne sait pas du tout ce qu'on pense tout bas, c'est en ce sens-là que la prospective est indispensable, parce que c'est un outil, comme on le dit, de management participatif et d'apprentissage organisationnel. Il faut mettre les idées qu'on a et les ressentiments qu'on a sur la table. En tout cas, il faut travailler sur le qui suis-je. Et là, vous avez naturellement des gens qui n'ont pas assez travaillé sur leur qui suis-je. Vous avez Bayrou avant et après les présidentielles. Il paraît que ça va changer. Et puis, vous avez nos élites qui ont un travail à faire sur leur qui suis-je. Il y en a un que j'ai enlevé d'ailleurs, tiens, je ne sais pas si je l'ai enlevé. Non, il est enlevé, je l'ai enlevé complètement. Bon. Parce que je ne savais pas. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de transformer ses faiblesses en force. Dans le livre Bonne nouvelle des conspirateurs, je raconte l'histoire de Bachir Kéroumi, qui est un clandestin arrivé en France. Il n'était pas aveugle, mais il est devenu aveugle quelques mois après, et qui a fait ensuite une thèse dans des conditions invraisemblables, et qui a refusé d'être pris en charge en tant qu'handicapé, qui se promène dans le métro les yeux fermés, qui travaille à la ville de Paris maintenant. Il ne veut plus s'occuper d'handicapés parce qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont on traite les handicapés, et qui est directeur des études, puisqu'il est aveugle, il peut lire tous les jours. Et il vous explique que lorsque vous mettez un handicapé dans un service, ça augmente la productivité du service. À une condition suspensive, c'est que le handicapé soit mis en place par les managers et pas par les travailleurs sociaux. Parce que les travailleurs sociaux, on ne va jamais lui dire lève-toi et marche puisqu'ils vivent de son handicap. Alors pourquoi est-ce que ça augmente la productivité? Mais c'est une étude. On a eu une page dans l'IB et une demi-page dans Le Monde. Enfin, c'est un truc, une thèse que j'ai dirigée au CNAM, c'est un truc officiel. Tout simplement parce que dans une entreprise, quand un gars arrive en chantant le lundi matin au boulot, personne n'ose dire ça va comme un lundi. Parce que ça crée du lien aussi. Il n'y a pas de travail idiot, il y a des manières idiotes de traiter les gens dans le travail. Et ce qui compte dans le travail, c'est la qualité des liens entre les personnes. Donc, quand quelqu'un arrive handicapé, tout le monde se met à venir l'aider, et d'un seul coup, le travail qui semblait monotone, routinier, etc., prend un sens. Donc, la vraie question qu'on a aujourd'hui au problème de relation du travail, c'est le sens au travail. Et de ce point de vue-là, je suis régulièrement applaudi quand j'interviens devant les partenaires sociaux et que je dis, vous savez, quand ils font grève à la CGT, c'est pas parce qu'ils sont malheureux. À la CGT, je ne parle pas ici au DOC, mais dans la SNCF que je connais mieux. C'est que c'est le seul moyen qu'ils ont pour se voir. Et oui, il y a un côté festif à la grève. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Donc, transformer ses faiblesses en force. Et puis, dernière question qui est fondamentale, le Q4. Parce que les autres questions, que peut-il advenir, que puis-je faire, que vais-je faire, c'est secondaire. Mais le Q4, sur la plupart des grands problèmes, les diagnostics et les prescriptions sont depuis longtemps connus. Mais ce qui fait défaut, c'est le mode d'emploi pour passer à l'acte. Sur les retraites, ça fait combien de rapports qu'on fait? Bon, ça a commencé sous Rocard. Moi, j'aime beaucoup Rocard. J'étais rocardien quand j'étais jeune, et lui aussi d'ailleurs. Bon. Et il est resté, enfin en tout cas moi aussi. Je ne suis pas sûr que lui il soit resté complètement, mais bon. En tout cas, il est très sympa, sauf qu'il n'entend pas des fois, donc il répond à côté. Bon. Et alors sur les retraites, il a fait 189, quelques années après le moment où on a fait la retraite à 60 ans. Ça, on ne le dit pas, c'est une catastrophe nationale, une erreur historique d'avoir fait on va mettre 40 ou 50 ans pour retrouver les 65 ans, et combien de manifs, combien de tensions sociales pour revenir au point de départ. Et les Français étaient tous d'accord, c'est la démagogie, alors qu'on savait les courbes démographiques étaient connues.
Bref, le Rocard, il a tout compris, vous allez voir comment, parce qu'il a compris notamment que pour passer du bleu de l'anticipation au vert de l'action, donc ici la prospective, la stratégie, ici le management, il faut le jaune de l'appropriation. Et une idée ne passera pas en vert s'il n'y a pas de jaune dans le bleu. Une bonne idée qu'on veut imposer, c'est une mauvaise idée. C'est une chose qu'on sait bien en entreprise. Les meilleures idées ne sont pas celles que l'on a, ni même celles que l'on donne, mais celles que l'on suscite, c'est l'appropriation. Donc il y a deux pièges à éviter. Il y a ce que j'avais appelé le piège Villepin, avec le CPE, là. Il a voulu faire du vert en passant du bleu. Et j'avais dit, une bonne idée qu'on veut imposer, c'est une mauvaise idée, et si c'est pas une bonne idée, c'est vraiment pas la peine d'insister. Et puis il y a le piège que j'appelle le piège Ségolène. Pensez qu'on va faire du vert uniquement avec du jaune. C'est qu'il ne suffit pas de faire de la démagogie participative pour que ce soit de la démocratie participative. La démocratie participative suppose de mettre du bleu, des questions qui dérangent. Si on prend des décisions avec lesquelles tout le monde est d'accord, c'est qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Parce que par ailleurs, je l'ai montré sur des exercices très concrets, le consensuel n'est pas prioritaire. Ou le prioritaire n'est pas consensuel. Les deux en même temps. Et l'objet de la révision prospective participative dans les entreprises, dans les territoires, c'est de rendre les décisions prioritaires plus consensuelles. Parce qu'autrement, tout le monde veut bien le changement, à condition que ce soit les autres qui changent. Vous connaissez cette belle phrase d'El Ghozi, « Seules sont injustes les inégalités dont on ne profite pas ». Pour les régimes spéciaux et tout ça, pour les retraites. Alors pourquoi est-ce que Rocard est génial? Parce qu'il a fait une réforme extraordinaire qui est celle de la CSG. Rappelez-vous. La CSG en 90, c'était rien du tout. Et si on avait dit en 90, dorénavant, on va baisser l'impôt sur le revenu, qui est un impôt progressif payé par la moitié des plus riches, pour le remplacer par un impôt proportionnel payé par tout le monde, il y aurait eu des millions de camarades et de non-camarades dans la rue. Mais on a dit, c'est pas un impôt, c'est une cotisation circulée, il n'y a rien à voir. La manière de poser les questions change la réponse. Donc c'est ce que disait Crozier, le pauvre qui vient de disparaître là. Le problème, c'est le problème. Il faut bien poser le problème. C'est un peu comme quand vous demandez à votre prêtre, est-ce que je peux fumer quand je prie? Il va vous dire non. Mais si vous demandez, est-ce que je peux prier quand je fume? Il va vous dire oui. Donc, il faut travailler la question. Vous voyez pourquoi je suis optimiste, moi? Toutes les femmes qui vous ont dit non, messieurs, jusqu'ici, c'est que vous n'avez pas su poser la bonne question. Vous voyez que ça rend optimiste, la prospective. Alors là, c'était jusqu'en 2010, la CSG, c'était 170% de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur le revenu net de prime à l'emploi. Mais j'ai fait mes calculs pour 2013, hier, c'est à nouveau 130%. C'est pas que la CSG a baissé, c'est que l'impôt sur le revenu a fortement augmenté. Et c'est la bonne nouvelle. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Alors, le monde d'aujourd'hui est une réalité qui dépasse les rêves d'hier. On avait 20 ans en 68, tu te rappelles? Donc moi, je vivais le monde de manière très anxiogène. Était coupé en deux, là. Ça partait rouge à partir de l'Allemagne de l'Est, jusqu'au Pacifique. Il y avait l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar, la Grèce des colonels. Il y avait toutes les dictatures en Amérique latine. Bon, l'espace démocratique était réduit comme une peau de chagrin. Et puis, regardez le monde dans lequel on est aujourd'hui. Vu d'hier, ça paraît un rêve. Le mur de Berlin s'est effondré sans une goutte de sang, quasiment. Les chars russes ne marchaient pas, mais ça, on ne le savait pas. Non, mais c'est dingue. Et puis, il y a 2 fois moins de morts dans le monde du fait des guerres que dans les années 50 ou 60. Et parlons pas de la croissance sans précédent depuis 1995, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, que connaît la Chine, l'Inde et d'autres pays du Sud depuis 1995. C'est quelque chose qui était impensable. Personne n'imaginait qu'on allait nourrir toutes ces populations et les développer. Ils l'ont fait tout eux par eux-mêmes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. L'espérance de vie n'a cessé d'augmenter. Je pense souvent à mon grand-père qui avait fait la guerre de 14, qui me disait « Votre problème, c'est que vous manquez de rien ». 44 ans d'espérance de vie de plus depuis 1900. 50 depuis 1980. On va encore gagner 4 ans d'ici à 2030. Ça vaut le coup d'attendre. Non, mais c'est des bonnes nouvelles. Et on est jeunes de plus en plus vieux, je le disais tout à l'heure. Et encore un message positif. Moi, j'ai 65 ans maintenant. Les femmes de 50 ans me paraissent beaucoup plus belles que lorsque j'avais 20 ans. Donc, oui. Donc, toute femme est jeune, ça dépend de l'âge de l'homme qui la regarde. Vous voyez comment la prospective, finalement,
nous rend optimistes. Je reste frappé par ce que disait Ford, moi. Prenez-moi tout, laissez-moi mes hommes, je reconstruirai. Donc on se plaint aujourd'hui, mais vu de générations antérieures, on pleure un peu la bouche pleine. Même s'il y a des misères, naturellement, je ne nie pas la réalité, mais les misères sont aussi relatives. Vous savez, un des territoires de France où les gens sont plus heureux qu'ailleurs, c'est la Mayenne. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus heureux qu'ailleurs? Ça se voit d'ailleurs, ils font plus d'enfants. C'est le deuxième taux de fécondité en France après la Seine-Saint-Denis, pour d'autres raisons. Ils sont heureux, donc ils se reproduisent. Et ils sont heureux parce qu'ils sont pauvres. C'est un des territoires les plus pauvres de France. Ils sont tous à 1,3 autour du SMIC, ou 1,2. Mais quand tout le monde est pareil, personne n'est malheureux. Ce qui rend malheureux, c'est les trop fortes différences, les inégalités trop visibles. Car au lieu d'être content de ce qu'on a, on est frustré de ce qu'on n'a pas. C'est une chose qu'on apprenait en première année d'économie, à notre époque en tout cas, c'est quand mon voisin s'achète une grosse voiture, mon niveau de vie relatif baisse. Donc, on a un travail à faire sur l'accumulation de biens qui est de moins en moins porteuse de liens. Et la chance de la crise actuelle, c'est de nous forcer à réfléchir au contenu qualitatif de la croissance. Je suis pour le développement qualitatif et durable, à condition qu'il ne soit pas entre les mains des Khmers verts. Mais ça, c'est un autre débat. J'avais fait un livre dès 81 avec Crépeau sur ces questions. Nos enfants vivront mieux que nous et plus longtemps, à condition, il y a une condition suspensive de ce que je vais dire. Ils sont 20% moins nombreux sur le marché du travail. La condition suspensive, c'est qu'ils aient envie de bosser. Je ne suis pas sûr, nous n'ayons pas pourri gâter nos enfants dans certains cas. Quand je vois en tout cas les miens, quand je leur demande, même pour 40 € de m'aider en informatique sur tel truc, j'ai pas le temps. Bon, je leur dis, t'as pas faim. Mais t'as pas faim parce que je te nourris trop. Bon, donc c'est de ma faute. Donc je paye un jeune qui a faim. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il paraît qu'on n'est pas doué à passer à un certain âge. Hein. Donc je suis optimiste, tout va changer, donc on ne va pas s'ennuyer. Si je continue, bon, les crises sont toujours porteuses d'espoir. Quand on regarde l'histoire, c'est toujours une chance à saisir en agriculture, dans tous les domaines. C'est l'occasion d'une innovation et de rebond. Et puis je voudrais dire un mot sur le pétrole, puisqu'on a commencé, tu t'en souviens pas, mais j'étais au CEA, et on avait fait une étude prospective des relations entre pays producteurs et consommateurs de pétrole. C'était juste avant le choc pétrolier, c'était en 71-72. Donc le simple fait de choisir ce sujet était déjà tout à fait prémonitoire de ce qui allait se passer. Bon, et donc, j'ai gardé quelques souvenirs de cette époque et j'ai continué à suivre ces questions. En 1973, à 4 $ le baril, il y avait 30 ans de réserve prouvée de consommation mondiale de pétrole. De l'époque. En 2003, à 47 $ le baril, il y avait 45 ans de réserve prouvée de consommation de pétrole au niveau mondial. En juin 2008, à 150 $ le baril, il y avait 150 ans de réserve prouvée de consommation de pétrole au niveau mondial. Avec un écart type entre 1 siècle et 4 siècles. Plus c'est cher, plus il y en a. C'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que ça va changer. Si vraiment il y a des renchérissements qui s'annoncent, qui sont à mon avis inéluctables, eh bien, il va falloir changer complètement nos modes d'organisation, de comportement, dans la relation à la voiture, à l'habitat, etc. Enfin, il y a un tas de problèmes qui se posent. Je passe sur le fait que personne n'a vu arriver, pas moi non plus d'ailleurs, le gaz bon marché, comme aux États-Unis, qui les rend plus compétitifs, à tel point d'ailleurs que nos amis allemands qui ont abandonné le nucléaire, maintenant, font de l'électricité avec du charbon américain importé. Alors bravo le bilan énergétique pour le réchauffement de l'effet de serre. Hein. Là, il y a des verts qui doivent avaler leur cravate. Là. Ils n'ont pas de cravate, alors bon. Alors vous l'avez compris, je vais le montrer ici, le mal est en nous, les solutions aussi. Et puis, bonne nouvelle, c'est tout ce qui va suivre après. Quand on rêve de quelque chose, ça existe déjà quelque part. C'est ça les bonnes nouvelles. Quand on est dans tous les territoires, on voit des trucs fantastiques, y compris, si je reviens à Istres et que j'ai le temps on visite des entreprises ici, il y a des trucs qu'on a envie de raconter aux autres. Parce que vous êtes finalement un rêve pour d'autres. Y compris sur le plan industriel, si j'ai bien compris, par rapport à ce qui se passe ailleurs. Je l'ai dit, nos sociétés modernes sont riches en biens et pauvres en liens. C'est la grande misère. De ce point de vue-là, je vais dire un mot sur le CNAM. J'ai découvert à Paris qu'au CNAM, ça fait 30 ans que j'enseigne, plus de 30 ans maintenant, les gens viennent aussi, pas seulement pour apprendre et se former, ils viennent pour trouver du lien social. Un ménage sur deux est une personne seule à Paris. Et à tel point qu'ils viennent pour trouver du lien social, c'est que j'ai souvent rencontré d'anciens étudiants qui me disent « On a suivi vos enseignements ». Et je dis que ça va, oui, on s'est mariés, on a eu des enfants. Bon, donc au moins le CNAM sert à quelque chose.
C'est un club de rencontres bien fréquenté, voilà. Sur la base de motivation, d'apprentissage. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, je crois aux valeurs de l'économie sociale de marché, du mutualisme. Il va se mettre à côté d'une voisine, on ne sait jamais. Hein. Bon. Responsabilité, efficacité, l'humanisme et le lien social, solidarité et partage, et sous contrainte de rentabilité économique. Vous voyez que je mets l'économie au 4e plan. C'est une contrainte, mais ce n'est pas l'essentiel. Et je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise, d'entreprise familiale. Leur ambition, ce n'est pas d'accumuler, ce n'est pas la cupidité, c'est d'abord de faire vivre ce qu'ils ont créé, et avec les hommes, l'aventure humaine. Et quand on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Alors évidemment, on veut récupérer la mise à un moment ou à un autre. Et on va voir que les facteurs de développement sont endogènes. Alors j'insiste là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire endogène? C'est qu'ils sont internes. Il n'y a jamais eu de chemin de fer en Vendée. Jamais eu. Et il y avait il y a 10 ans encore qu'une route à 2 voies, ce qui conduisait à ce qu'ils appelaient l'Europe du Nord, c'est-à-dire Angers. Et si vous voulez comprendre le modèle de développement vendéen, vous allez sur mon site laprospective.fr, j'ai mis une demi-heure d'interview, depuis juillet j'ai vu ça, du directeur de la recherche historique de la Vendée, c'est un petit vieux universitaire qui ne paye pas de mine, il parle pendant une demi-heure, on est bouche bée. Ce serait bien plus intéressant que ce que je raconte. Il vous explique en 2 mots, que ce qui a fait la force des Vendéens, c'est d'avoir jamais rien attendu de l'État et d'avoir compté uniquement sur eux-mêmes, par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Bon. C'est un message anti-jacobin, évidemment. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Bon. Et puis aussi, un sens du pardon. Ils ont pardonné aux Républicains, ils les ont relâchés. Donc c'est très important, ils ne sont pas dans un esprit de vengeance. Donc il y a beaucoup de choses qui sont fortes, très fortes et très émouvantes. En tout cas, il n'y avait pas de développement industriel historique. Il y avait simplement, à un moment donné, des hommes et des femmes qui ont envie de rebond. Les causes de succès et d'échec des entreprises et territoires sont plus internes qu'externes. Donc arrêtons de nous lamenter quand il y a des difficultés. N'attendez pas que ça vienne de Paris, il n'y a plus un rond à Paris. Et quand ils distribuent de l'argent, de toute façon, c'est une dette supplémentaire qu'ils créent. Bon, donc, il ferait mieux de ne pas le distribuer. Développement des initiatives locales. Il faut du temps long. Alors ça, c'est un des problèmes, c'est que le temps des réussites d'entrepreneurs, c'est le temps d'une génération ou 2 générations. Et c'est un temps beaucoup plus long que le temps des échéances politiques locales. Donc ça, c'est un vrai problème. Vous voyez que malheureusement, si vous regardez c'est un peu technique, mais le PIB par habitant en PPA, parité de pouvoir d'achat, en 1980, on était au même niveau que l'Allemagne, 22 000 euros, 100 dollars. 23 000 dollars, 23 000 en Allemagne. On était à 10% au-dessus du Royaume-Uni, et on était même plus que 10% au-dessus du Royaume-Uni, 15%, et on était à 10% en dessous des Pays-Bas. Vous voyez, en 2012, la France est à 5% en dessous de l'Allemagne, est à 10% en dessous du Royaume-Uni, pas non 10%, 5% aussi. Non, est au même niveau que le Royaume-Uni, un petit poil en dessous, et puis 20% en dessous des Pays-Bas. Donc il y a quand même un changement. Moi, comme je dis dans mon jargon, c'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. Bon. Il y a tout un débat. C'est vrai que, alors j'ai fait toutes les statistiques que j'ai regardées, il ne faut pas confondre durée du travail par actif avec la durée du travail par habitant. Par actif, l'ouvrier français travaille 90 heures de plus que l'ouvrier allemand. Mais par habitant, on travaille en gros 70 heures ou 90 heures de moins. Parce qu'on a moins de gens au boulot, le taux d'emploi notamment des jeunes. Le grand résultat que j'ai mis en évidence dans mon travail de cet été, c'est que finalement les pays qui avaient un taux de chômage faible ont dans l'ensemble un taux d'insertion des jeunes dans l'emploi de 15 à 19 ans, très élevé. Les Suisses, 50% des jeunes. Chez nous, c'est 10%, c'est moins de 10% des jeunes de 15 à 19 ans, c'est pas 16-25. Hein. Alors qu'il y a 30 ans, c'était 30%. Donc l'objectif des 80% d'une génération au niveau du bac est une véritable catastrophe nationale. Bon, il y a longtemps que je le dis, je l'avais dit à Monory, je me souviens, on avait fait un rapport avec le Sourd, il m'avait dit, je lui ai dit, pourquoi vous avez appris l'objectif de chevènement? Parce que moi, je savais comment ça avait été transmis à chevènement, il n'avait pas compris ce qui se passait au Japon. Mais il me dit, je ne pouvais pas démentir mon prédécesseur. Lui, il avait qu'un CAP de mécanicien. C'est terrible, c'est comme ça qu'on s'aveugle sur un certain nombre de choses. Mais bon, c'est trop tard, le coup est parti, maintenant, il va falloir ramer pas mal. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, par actif, on travaille 79 heures de plus par an que l'Allemagne, mais par habitant, 94 heures de moins. Bon, on met ça en jours de travail, vous voyez, on travaille 88 jours, soit 30 jours de moins que l'américain, 23 jours de moins que l'anglais, et 13 jours de moins que l'allemand. En moyenne par habitant, ça pour faire avancer un navire.
Donc c'est tout le problème du taux d'emploi des jeunes qui rentrent trop tard sur le marché du travail et des anciens qui ne restent pas assez longtemps ou pas assez actifs. Donc, de toute façon, on ne pourra pas résoudre le problème des retraites si on ne résout pas le problème de l'emploi. C'est pour ça que j'ai fait mon... Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas compétitif? Regardez l'industrie manufacturière. En 2000 et 2012, le coût du travail en 2000 était 10% inférieur en France par rapport à l'Allemagne. En 2012, il est un poil, enfin disons qu'il est équivalent, parce que c'est l'erreur de mesure, équivalent à l'industrie manufacturière, mais surtout, pour l'ensemble de l'économie, c'est avec les services. En France, il était 10% inférieur à l'Allemagne en 2000, et en 2012, il est plus de 10% supérieur. Or, c'est là qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre secondaire et tertiaire. Bien évidemment, les pays aujourd'hui qui ont une balance extérieure positive sont plutôt des pays qui ont une industrie forte et compétitive. Vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Autriche, vous prenez la Suisse, vous prenez les Pays-Bas, bon, c'est évident. Je parle pour l'Europe, naturellement. Mais si vous n'êtes pas compétitif sur les services, vous ne le serez pas sur l'industrie. Car l'avenir n'est pas ni au secondaire ni au tertiaire, il est au quaternaire. C'est vendre des services qui incorporent des biens. Quand Michelin loue les pneus à l'usage aux transporteurs, il a intérêt à ce que les pneus durent le plus longtemps possible. Donc on change complètement de paradigme. Mais surtout, on vend un service. Donc si on ne considère pas son bien comme un service qui incorpore des biens, on est mort. D'ailleurs, c'est ce que je dis à la fin. Il faut cesser de vouloir vendre ce qu'on a produit, il faut produire ce qui se vend. Et ça, c'est des choses... Voilà, donc on n'est pas compétitif. Alors pourquoi on n'est pas compétitif? C'est difficile, mais enfin, on se rend bien compte qu'il y a un problème du côté de la dépense publique. L'Allemagne, en 1980, était à 8 points au-dessus de nous. La France, aujourd'hui, est à 10 points, 57% du PIB, et l'Allemagne est à 45%. Donc c'est possible. Et arrêtons de parler de l'Allemagne, regardons la Suède, qui est un pays qui n'a rien d'un pays réactionnaire, qui est un pays très social, qui a réussi quand même à réduire fortement sa dépense publique de plusieurs points. Malgré la crise, ils sont remontés à 2012, ils étaient descendus beaucoup plus bas que 52 en fait. Parce que tous les pays ont pris 4 points de dépenses publiques depuis 2008. Sauf que nous, on est parti d'un point haut, donc ça fait qu'aujourd'hui, on est le record des pays développés pour les dépenses sociales notamment. Et moi, je crois qu'il faut des dépenses sociales, à condition qu'on s'assure de leur efficacité. Est-ce que c'est les bons choix? Est-ce qu'on peut faire? Alors je montre dans le livre, c'est à propos des crèches. C'est terrible ce truc-là, que les crèches privées sont 2 fois moins chères que les crèches publiques. C'est pas de l'idéologie, c'est du calcul économique. C'est que les crèches privées, publiques, sont construites par des élus. Je parle dans le Nord, pas ici, évidemment. Qui font des trucs, on a l'impression qu'ils font un monument avec du marbre pour l'éternité, quoi. Bon. Donc qui coûte beaucoup plus cher que les normes ne l'imposent. Et surtout, après, c'est géré comme des collectivités territoriales par du personnel, je suis au conseil des crèches publiques, et donc il y a un absentéisme. Vous cliquez Cour des comptes, j'ai fait le calcul hier, je n'en revenais pas. Cour des comptes, je le fais régulièrement. C'était en 2001, 21 jours d'absentéisme par an. En 2010, c'était 22 jours, et j'ai vu qu'hier, c'était 23 jours,6. Ça va arrêter maintenant parce que... ça aurait dû arrêter avec le jour de carence. Je ne sais pas si on va le maintenir. Ça a dû provisoirement s'arrêter. Bon. J'accuse pas les gens. Alors les crèches privées publiques, elles marchent qu'à 2 tiers de leur capacité, parce qu'il y a trop d'absentéisme. Donc c'est pas un problème de privé public, c'est un problème de management. C'est un problème de management des ressources humaines. Et là, ça renvoie à une question plus générale qu'on ne va pas résoudre ce soir. Je crois qu'il faudrait faire comme en Suède, c'est supprimer le statut de la fonction publique et faire pour tout le monde un contrat à durée indéterminée, au nom de l'égalité de traitement des citoyens. Mais ça, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un débat, on ne fait pas ça par décret. Il faut faire prendre conscience au fait que finalement, il y a trop de gens qui sont exposés. Comme je dis, moi, la sécurité des uns se nourrit de l'insécurité des autres. Bon. Donc peut-être qu'il faut un peu plus protéger les plus exclus et peut-être un peu plus se rendre flexibles ou responsables les autres. Bon. Mais enfin, il faut du débat et on n'est pas prêt encore d'avoir ce genre de débat chez nous. En tout cas, il y a un vrai problème aujourd'hui qui est le management. C'est comme ça qu'on arrive à des résultats. Une crèche privée, 2 fois moins chère, à condition que le privé soit bien géré. Ce qui est le cas de Babylou, l'histoire de Babylou que je raconte. Pas celui qui a fait la une des journaux récemment, parce qu'il y en a 2 qui s'appellent Babylou. Alors il y a un vrai problème aussi, et ça c'est depuis 30 ans. La France vit au-dessus de ses moyens, en prenant dans la poche de ses enfants. Ça a commencé sous Raymond Barre, c'est le seul dernier budget qu'on ait eu équilibré en France, 1980. Depuis, chaque année, on a vécu... C'est comme un ménage en empruntant aux voisins. C'est comme ça qu'on avait 20% de dette publique par rapport au PIB. On est aujourd'hui, on est à 95 et on va passer à 100.
C'est pas durable. J'ai calculé ce que ça représentait, la dette. Chacun de vos enfants, quand il sera actif, du fait des engagements ultimes de l'État, c'est pas uniquement les 2 000 milliards, c'est 5 000 milliards, comme dit la Cour des comptes, ça fait 180 000 euros par gamin qu'il aura remboursé quand il sera actif. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils s'en tapent. Parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui d'inégalité vis-à-vis de l'avenir. Et les jeunes n'ont même pas leur avis. Alors, cette année, on fait zéro, quasiment zéro de croissance. Et on fait quand même 4 points de déficit public. En 2010, quand Mme Lagarde se vantait d'avoir un meilleur amortisseur de crise que l'Allemagne, moi j'ai honte quand j'y pense, j'en avais déjà honte à l'époque. On a fait en 2010 1,5 point de croissance, on était content, il fallait partager les fruits de la croissance. 7 points de déficit public, on a arrosé le désert avec 7 litres d'eau, récupéré qu'1,5 point. Mais 7 litres, il faudra les rembourser. Sans compter que ça ne suffit même pas à rembourser le 1,5 point, le service de la dette qui est 2,5 points. Donc vous voyez qu'on a un modèle qui est complètement en pleine cavalerie vis-à-vis du futur. C'est pas durable, on n'a pas expliqué ça aux Français. C'est ce que dit d'ailleurs Attali dans son livre. Un des problèmes qu'on a eu après la présidentielle, c'est que on n'a pas dit aux Français la vérité de la situation. Et les Français, quand il y a un gars qui dit « je vous rase gratis », hein, ils disent oui. Et comme il ne voulait plus en plus de Sarko, il n'a pas dit ça d'ailleurs, Hollande, il n'a pas dit « je vous rase gratis », il n'a rien dit, il faut reconnaître. Non, il n'a rien dit. C'était celle qui était le mieux d'ailleurs. Et puis il a fait une rêve, moi je trouve qu'il a fait... C'est dommage qu'il nous faudrait plusieurs Gallois pour être très franc. Hein, plusieurs Gallois pour faire l'éducation économique des ministres qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise et qu'un compte d'exploitation. Parce que c'est un vrai problème ça aujourd'hui. C'est aussi savoir qui fait de la politique dans ce pays. Quand on a des gens compétents, c'est très bien. Je raconte l'histoire, et ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Je raconte dans le livre France des bonnes nouvelles, je raconte 2 belles histoires. Un Bruy et un Artois, un vice-président d'agglomération du PS, qui pourtant est un ancien prof, mais peu importe, ça n'empêche pas d'être compétent, qui a réussi à développer une technopole tout à fait à Bruy en Artois, vous imaginez. Dans les Béthunes, Bruy en Artois, c'est tout à fait extraordinaire. À partir de rien, il a réussi à faire des miracles. Bon, c'est sur 20 ans aussi. Et puis je raconte aussi l'histoire de ce député maire de Chartres, qui lui est UMP, qui depuis les 10 ans baisse les impôts chaque année, c'est possible, en développant à vitesse grand V son agglomération, et en calculant, parce que c'est un ancien banquier, il sait calculer un taux d'actualisation, et donc quand Vinci vient négocier des parkings sous la cathédrale, hein, c'est lui qui gagne de l'argent, plus l'évêque évidemment. Bon. Mais c'est très important, c'est la compétence. Et puis arrêter le clientélisme aussi. Arrêter d'arroser des associations uniquement pour récupérer des voix. Bon, je crois que c'est un problème qui est plus ou moins répandu. Ce n'est plus une question de droite ou de gauche, c'est une question d'urgence et d'efficacité. Quand il y a le feu, il faut changer de méthode. Je me souviens de Barrot qui m'avait dit à propos de l'emploi en 1995, oui, Godet, allez-y, foncez, la République est en danger. Oui. Donc je crois qu'il faut que je fonce. Surtout que j'ai plus beaucoup l'âge de courir. Quand on demande à Madoff d'où est venue l'idée de rémunérer les premiers investisseurs avec l'argent des derniers, il répond du régime de retraite par répartition des Français. Parce que la répartition, c'est un peu ça. Donc on va siffler la fin de la récréation. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est que comme le mal est en nous, les solutions aussi. Il ne tient qu'à nous de faire les efforts de réforme, mais ça passe par une pédagogie. Si on n'a pas expliqué aux gens ce qui n'allait pas, ils ne vont pas accepter les changements. Une bonne idée qu'on veut imposer, c'est une mauvaise idée, rappelez-vous. C'est pour ça que j'ai commencé par là. Et comme on n'a pas vraiment encore commencé à dire la vérité aux Français, ils commencent à s'en rendre compte, mais bon, là, ça va dans le sens que disait Bernard, c'est que les pays où l'industrie est forte s'en sortent le mieux, naturellement. Et heureusement que l'Allemagne est là, avec 160 milliards d'excédents extérieurs, parce que la France est déficitaire, et vous savez que la moitié de notre déficit vient de l'Allemagne. Donc c'est dans nos échanges bilatéraux. Et puis passons définitivement du côté des bonnes nouvelles, parce qu'autrement je vais vous démoraliser. Il n'est de richesse que d'hommes, éduqués, épanouis, porteurs de projets, dans une société de confiance. Alors, il faut être clair. On a un problème, c'est qu'on a 20% de nos jeunes qui ne sont pas éduqués correctement. Et comme disait Kant, l'homme qui n'est pas éduqué est un animal sauvage. Ça renvoie d'ailleurs à l'absence de pères et de repères. Où sont les pères ? Moi, je dis que c'est bien d'envoyer des policiers quelque part, mais ce serait bien aussi de retrouver les pères. Et quand vous voyez qu'il y a 2-3 millions d'enfants aujourd'hui qui n'ont plus de père, et qu'il y a 40% des pères qui ne payent pas leur pension alimentaire, le jour, il y a une femme qui me voir à la sortie qui me dit
Je suis dans ce cas-là, j'ai 800 € par mois avec mon enfant toute seule. Je dis, qu'est-ce qu'il fait le père? Elle me dit, les policiers. Je dis, un policier, ça devrait se retrouver si on le cherche. Parce que les chauffards de la route, on nous retrouve, nous, au bout d'une semaine, on retrouve à 5 km/h de plus. Bon, les chauffards de la route familiale et sociale, on devrait les retrouver aussi. Il y a un problème de courage politique, là. Bon. Mais la famille est une affaire privée. Donc on n'ose pas y regarder et on a bien tort. Éduquer, donc porteur de projet, bon, il y a tout le problème des enfants qui ont été aussi des frustrés, soit des frustrés, des victimes des blessures sociales, soit des frustrés de l'échec scolaire. Parce on fabrique une machine à fabriquer des aigris, y compris parmi les surdiplômés. Le gars qui vous dit « je suis bac plus 1 », mais qu'est-ce que tu sais faire? Il ne sait pas quoi répondre. C'est pas une compétence, ça, être bac plus 5. Surtout qu'en plus, il y en a de plus en plus de bac plus 5. Aujourd'hui, le taux de chômage de bac plus 5 est supérieur à celui des bac plus 2. Quand on fait des études, il ne faut pas aller trop loin. Il faut le cacher. Donc autant travailler tout de suite. Rien, ça, s'il y a des jeunes au chômage que vous connaissez, donnez-leur ce conseil. Le meilleur moyen d'avoir un emploi, c'est déjà d'en avoir un. Non, mais riez pas. Ceux qui font des offres d'emploi, ils trient d'abord, ils prennent d'abord ceux qui ont un emploi. Donc il faut monter dans le manège de l'emploi. Et ensuite, on va se construire son escalier là où on se trouve. On pourra changer. Il faut accepter n'importe quoi. Ce qui compte, c'est la compétence qu'on acquiert. Moi, j'ai été 2 ans fonctionnaire à Bruxelles. J'étais payé 2 fois plus que je ne l'ai été après, net d'impôts. De temps en temps, je le regrette parce que mes copains sont déjà à la retraite. Mais rien n'est pire qu'une prison dorée. Rien n'est pire. La liberté n'a pas de prix, elle a un coût. Bon, là, juste pour vous rappeler que vous avez face à vous 1 milliard d'Africains en plus d'ici 2050. Donc les flux migratoires, alors la Chine va vieillir très vite, c'est pour ça qu'ils se dépêchent de croître, dépassés par l'Inde. J'espère qu'il n'y aura pas les mêmes guerres qu'entre la France et la Prusse au XIXe siècle et au XXe. Et puis la Russie, ils sont morts. 25 millions d'habitants en moins d'ici 2050. Ils boivent du mauvais alcool et leurs femmes s'en vont. Le Japon va perdre 30 millions d'habitants. Donc les 30 000 morts de Fukushima, c'est rien du tout par rapport aux 30 millions de Japonais qui vont disparaître dont personne ne parle. Et ça ne va pas changer parce que les Japonais sont xénophobes. J'ai écrit un livre sur le Japon il y a quelques années, enfin il y a une vingtaine d'années. Japanosclérose, j'avais montré. Et en plus, ils sont méprisés par tous les autres de la zone. Les Chinois ne peuvent pas encaisser les Japonais. Ils les regardent avec un air méprisant, comme des êtres inférieurs. Donc ils n'ont pas envie de se croiser avec. Et puis les États-Unis, ça va. Le Japon, on a vu. Et l'Europe, on s'est ouvert avec l'Europe de l'Est. C'est avec une baignoire qui se vide. On va perdre 25 millions en Europe de l'Ouest. Je ne sais pas si j'ai mis les chiffres, oui. On va perdre 25 millions d'adultes dans la tranche des 25-54 ans. Et vous voyez donc qu'on est d'une zone de dépression démographique avec des zones de haute pression. Ça a fait l'actualité ce jour dernier. Qu'est-ce qui va se passer quand il y a des zones de haute pression et de dépression, basse pression? Il y a des vents, des flux migratoires. Et donc derrière, il y a quand même 1 milliard de potentiel. Donc il suffit qu'il y ait une petite proportion qui ait envie, puis on en a besoin en plus de bras et de cerveau. Donc il ne faut pas se poser la question des flux migratoires. La question, c'est l'immigration choisie et de travail. Et ça se planifie. On ne peut pas laisser le marché faire pour ça. C'est pour ça que je suis un libéral interventionniste. Parce que si on laisse le marché faire, on va faire des communautés, on va loger les gens dans des conditions pas acceptables, et on va finir par faire des ghettos. Donc c'est aux politiques d'intervenir. Et mon député maire à Chartres que j'évoquais, lui, il n'a pas de problème parce qu'il est marié avec une black, comme il dit. Il a 4 enfants, c'est Benetton lui tout seul. Il y en a un qui a l'air d'un jaune, l'autre qui a l'air d'un blanc quand même, l'autre qui a l'air d'un mulâtre. Enfin bon, bref, donc il peut parler, il peut construire la mixité sociale dans ses... Il a cassé les cités HLM, il a construit de façon très volontaire, très interventionniste. S'il n'y a pas une volonté qui s'impose, et là il faut du poids politique, avec une vision claire, on ne construit pas la mixité sociale. Et on fait dans le même immeuble des choses qui sont à l'achat avec des gens qui ont les moyens, des choses qui sont louées moins chères à des gens qui n'ont pas les moyens, mais dans le cadre de CT. Et il y a un tas de formules qui existent et qui permettent de transformer, faire vivre pendant 15 ans des logements qui après sont remis sur le marché privé. Il y a un truc qui s'appelle, je ne sais plus, un dispositif très intéressant. Récupérer l'argent du privé pour financer du social. Je trouve ça intéressant. Donc il y a plein de bonnes idées partout. Donc voilà.
Donc l'immigration, c'est très important. On arrive maintenant à renforcer la créativité d'un territoire. Ce petit rapport que j'évoquais tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on va dire? Le message important, je rappelle que je suis membre de l'Académie des technologies, donc ce rapport a été présenté à l'Académie, et j'aurais pu me faire jeter, mais je n'ai pas été jeté par ce résultat qui est très important. C'est que l'innovation n'est qu'à 20% technique. Elle est à 80% low-tech, à basse intensité technologique, sociale, commerciale, financière, organisationnelle. Ce n'est pas grave si on n'a pas de centre de recherche, contrairement à ce qu'on pense. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des centres de recherche, c'est d'avoir quelques chercheurs qui sont capables de lire ce que font les autres, parce que pour copier, il faut savoir lire. Et un chercheur n'a qu'une ambition, c'est de communiquer à ses pairs. Il n'a pas envie d'être entrepreneur. Il y a moins d'une dizaine de chercheurs qui sont au CNRS, qui se lancent dans la création par an. C'est rien du tout. Il veut d'abord être reconnu par ses pairs. Donc tout ce que fait un chercheur, c'est passer son temps à communiquer aux autres tout ce qu'il a trouvé. Donc il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Et surtout, ce qui compte, c'est pas d'avoir des idées. Nous, en France, on est réputés depuis longtemps pour nos succès techniques et nos échecs commerciaux, comme vous savez. Pensez au Rafale. C'est un beau succès technique. Sauf que le Rafale, d'ailleurs, on a fait une erreur, c'est qu'on ne vend jamais un produit nouveau sur un marché nouveau. Et dans une langue qu'on ne connaît pas. Donc on essaye de le vendre au Brésil, hein, et en portugais. Donc c'est pas terrible. Et ça ne marche pas d'ailleurs. Pour l'instant en tout cas. J'espère que ça marchera. Mais bon. Et puis en plus, c'est l'erreur qu'on a faite avec le Rafale, c'est d'avoir un marché captif français. Donc qui n'a pas incité les constructeurs à aller chercher de façon très forte des marchés ailleurs, puisqu'ils avaient suffisamment à l'intérieur. À l'origine des 3/4 des innovations, puisque ce n'est pas les chercheurs, ben c'est le personnel, les clients et les fournisseurs. Donc il faut être à l'écoute des marchés. Et puis l'innovation se crée d'autant mieux qu'il y a des conditions favorables. C'est comme les champignons. Il faut des conditions d'ambiance, d'humus. Et il faut la confiance. Il faut l'harmonie. Même si le créateur, il a toujours un moment de stress au moment où il crée, globalement, il ne faut pas que sa vie soit en danger pour qu'il crée, quoi. Parce que ça, il va avoir envie de créer ailleurs. Et c'est tout ce qu'on a montré dans le rapport que j'évoquais, c'est qu'on a montré que les pôles de compétitivité de demain seraient des pôles de qualité de vie ou ne seraient pas. C'est très important, ça. L'innovation se fera dans des territoires où il fait bon vivre, où les gens sont heureux. Et une des conditions pour être heureux, on l'a vu, c'est que non seulement il y a de l'harmonie sociale, mais pas trop d'inégalités. C'est là que l'économique rejoint le politique. Et je pense que c'est là qu'on se retrouve pour lutter contre les inégalités qui sont absolument absurdes, indécentes. Moi, je connais quelques-uns, je ne donnerai pas de nom, évidemment, quelques-uns des patrons de nos grandes entreprises qui licencient en ce moment, là. Hein, vous avez vu dans les journaux, je ne donne pas de nom, hein, devinez. Bon. Mais quand on sait comment ils gèrent leur vie personnelle, on est inquiet sur la manière dont ils gèrent leur vie professionnelle. Bon. Donc, il faut des chercheurs, la qualité de vie, c'est fait de tout ça. Des inégalités pas trop fortes, production de biens porteuses de liens, et on va regarder nos pôles de compétitivité. Là, je m'inspire des travaux de mon collègue Laurent Davzy, qui a montré très clairement que le PIB par habitant, ce n'est pas un bon indicateur de niveau de vie. Il faut regarder, en fait, quand vous regardez le niveau de PIB par habitant du Limousin et le revenu par habitant fiscal des carrés du Limousin, comparé à l'Aquitaine, on voit que le Limousin a un PIB par habitant inférieur à celui de l'Aquitaine, mais un revenu par habitant supérieur. Pourquoi? Pas parce que les Limousins, les Limougeaux, je ne sais pas comment on les appelle, les Mougeaux sont tous issus de la Corse, hein, ou de la Creuse. Bon. Non, c'est tout simplement parce que 30% des revenus d'un territoire, ça faut avoir ça en tête, sont des revenus de retraités. En moyenne, Limousin, c'est 35 d'ailleurs. Ensuite, 30% des revenus de ce territoire, c'est des transferts, des salaires des fonctionnaires et d'autres transferts publics et sociaux. 60% des revenus d'un territoire, c'est des revenus de transfert. Il n'y a que 40% des revenus d'un territoire qui viennent de la production marchande, dont la moitié une production marchande au service des gens qui sont là. L'épicier, le boulanger, le banquier local. Faites le calcul, il ne reste que 20% des enjeux de revenus d'un territoire qui viennent de la production exportée dans les fameux pôles de compétitivité. 80% des enjeux de revenus d'un territoire viennent de la présence des gens sur le territoire, d'où l'expression économie présentielle. Donc un territoire qui attire des gens, eh bien, il fait venir des entreprises pour produire pour les gens qui consomment, à condition qu'ils aient des revenus évidemment. Et on va voir comment se passe la carte. Alors, vous avez cette carte que je suis en train d'essayer d'avoir actualisée, mais je n'ai pas encore eu. Entre 1990 et 2006, vous avez ici en gauche la population, et ici à droite la croissance moyenne annuelle du PIB. On voit qu'ici on a toutes les régions qui sont au sud de la Loire,
J'enlève les dom-toms, qui vivent complètement sous perfusion. Et la Bretagne fait exception, mais ça veut dire que la Loire passe trop au sud. Historiquement, elle passait au nord, puisque ça rejoignait la Seine. Hein. Bon. Et donc, on a Pays de Loire, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Aquitaine, PACA, Corse. Donc vous êtes bien placés. Dans un bon cadran. Il est content. Il est content. Il dit c'est grâce à moi un peu. Hein. Ouais. Poitou-Charentes, un peu plombé, on ne sait pas par quoi. L'Île-de-France, c'est 29% du PIB national, 22% des revenus distribués. Donc l'essentiel des revenus de transfert viennent de l'Île-de-France. C'est là que Rhône-Alpes, puis après c'est fini. Tous les autres sont des régions réceptrices. Et puis toutes les régions industrielles, c'est là que ça pose une question. Toutes les régions industrielles, historiques, ben, sont que la Lorraine qu'on a aidée à n'en plus finir. Plus les gens sont aidés, plus ça, finalement, moins ils s'en sortent. Parce qu'ils ont perdu l'habitude d'être autonomes. C'est contraire de Mauvendéen. Ils vivent sous perfusion. La Lorraine, la Picardie, l'Auvergne, la Bourgogne, Basse-Normandie, etc. Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est quand même quelque chose... Enfin, il y a vraiment des questions à se poser sur l'industrie. Je crois qu'il faut... Moi, il vaut mieux avoir une bonne industrie, et florissante. Mais il y a vraiment des questions quand même à se poser. Alors on va regarder, puisque c'est l'économie présentielle, où habitent les gens? Là encore, une carte de 2006, hein, j'ai demandé, on n'aura qu'en 2014 une nouvelle carte. Bon, j'ai demandé ce matin, pour vous l'actualiser, on se dit, bon, en gros, où sont les gens? Alors là, vous êtes plein, vous êtes en pleine zone peuplée. En pleine zone peuplée, et on a ici les tracés d'autoroute, vous voyez. Et puis, on va voir ce qui se passe. Alors, les territoires attractifs et répulsifs, du passé. En bleu, les territoires qui sont birépulsifs, les jeunes et les vieux s'en allaient. En jaune, répulsif jeune. Et puis en marron, orange et puis marron. Marron, c'est attractif senior. C'est là où on laisse les clés sur la voiture sans se la faire piquer. Et puis en orange, les territoires, on a une espèce de carte en dessous en gros, en dessous d'Avranches, Genève. Hein, ça va mieux qu'au-dessus. Marseille, c'est toujours particulier, là. C'est une zone spécifique, oui. Il y a des forces contradictoires. Il n'y a pas que vous, hein. Il y a le Haut-Rhin. Il y a le Bas-Rhin. Comment? Comment? Il y a l'Alsace. Non, je n'ai pas fait exprès. C'est pas moi qui ai fait la carte, hein. Mais je ne sais pas ce qu'ils entendent. Il faudrait que je demande ce qu'ils entendaient par là. Parce que... Et alors, on regarde dans le futur. C'est plus clair ce que vous devenez. Dans le futur, territoire attractif et répulsif de demain. Donc, vous voyez, ceux qui sont attractifs, il y en a qui le deviennent fortement, qui n'étaient pas tout à l'heure la Manche, là. Les retraités qui arrivent. On voit toujours, à peu près toujours la même carte, hein, en dessous de Saint-Lô, Genève. On a un truc spécial à l'Île-de-France. Et vous êtes départ de jeunes et de seniors. C'est une projection, c'est pas une prévision. Il n'y a pas de fatalité, mais si les tendances actuelles se poursuivent, voilà ce qui va se passer. Bon, je vais vous dire ce qui se passe pour les seniors. Comment? Ah non, mais entre 2010 et 2020. C'est une projection. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Notamment les retraités qui partent de la Côte d'Azur. D'abord parce que quand il fait chaud, avec le réchauffement, hein, vous savez bien qu'un ancien, il faut rafraîchir, il ne faut pas qu'il se refroidisse, comme on dit. Donc, il va sur la côte ouest. La ville la plus vieille de France aujourd'hui, c'est Plumenton. C'est Plumenton, c'est les Sables d'Olonne. Ils ont pris un arrêté municipal interdisant sur le remblai les planches à roulettes, parce qu'il y a trop de cols du fémur fragiles qui se promènent. Et puis, il y a moins d'insécurité. Il y a moins d'incivilité. Le respect des passages piétons. Alors, je peux vous le dire, vous allez voir une carte terrible que je vais vous montrer. Voilà, là, voilà la carte terrible. Les retraités qui s'en vont. Les zones bleues, là. Ben, ils fuient, globalement, les zones urbaines sensibles. Parce qu'un retraité, en vieillissant, il est plus sensible aux paramètres d'insécurité. Il y a une ou deux incivilités devant lui, il fait une main courante ou deux, puis il voit qu'on ne l'écoute pas, ensuite il plie les gaules. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas écrit comme ça, il n'y a pas de statistique. Mais globalement, ça se voit. Alors il ne s'agit pas de dire... Alors ça, c'est une catastrophe pour un territoire, parce que si vous perdez vos retraités, vous perdez la monnaie qui va avec. Au contraire, il faut en attirer les retraités. Ça fait des développements, il faut aussi avoir une stratégie d'accompagnement des attentes des retraités, de service aux personnes. Ils veulent vivre chez eux, pas dans des maisons de retraite. L'âge moyen d'entrer dans les maisons de retraite, c'est égal à l'âge moyen des gens qui y sont. Mais c'est-à-dire qu'on y rentre le plus tard possible. Il
Il faut revoir les arrêtés municipaux qui interdisent, vous savez, d'avoir des cafés à moins de 200 mètres d'une maison de retraite. Mais c'est l'inverse qu'on devrait dire. C'est interdit de ne pas en avoir à moins de 200 mètres, puisque quand on est vieilli, la seule chose qu'on peut faire, c'est aller boire un petit coup avec les copains. Hein? On marche doucement avec la canne. Donc ça, c'est des trucs importants. Et vous voyez bien ce qui se passe dans tous les territoires, les migrations résidentielles. Donc tous ceux de l'Île-de-France, je ne sais pas si je les ai gardés, je l'ai enlevé. Le vrai problème, c'est qu'il y a 80 000 franciliens qui fuient l'Île-de-France chaque année en solde net avec les provinces. Et les plus riches vont dans le sud-est, les moyennement riches vont dans l'ouest sur la côte, et puis les autres vont dans le centre. Donc il y a une véritable... alors l'Île-de-France ne se vide pas parce qu'il y a une dynamique démographique autochtone très forte, et c'est la porte d'entrée des flux migratoires internationaux. Donc il y a un vrai problème en Île-de-France, de mixité sociale qui ne se fait plus comme il faut dans les écoles. Parce que ça, c'est aussi un sujet sensible. Et moi, je dis qu'il ne faut pas laisser le monopole des bonnes questions à ceux qui apportent les mauvaises réponses. Et je suis convaincu du fait que quand il y a trop de sable, le ciment ne prend pas. Et donc, si on veut que l'intégration se fasse dans les écoles, il faut qu'il y ait un brassage d'une mixité sociale. Et là encore, c'est du rôle des élus que de contribuer par l'urbanisme et la répartition des populations à faciliter ça. C'est pas facile. Faciliter cela. Alors terminons maintenant sur les magiciens de la croissance, mais c'est tous ces acteurs que j'évoque dans ces deux livres. À Saint-Bonnet-le-Froid, vous connaissez Saint-Bonnet-le-Froid? Ils ont transformé leur faiblesse en force. Ça n'aurait jamais dû être construit, ce village. Et il fait 10 degrés en plein été. Plein mois d'août. Ma femme me dit, qu'est-ce que tu viens faire là? Je dis, je viens voir ce qui se passe. Bon. Il y a les frères Marcon. Il y en a un qui est président des chambres de commerce, l'autre qui est sénateur, et le troisième qui est maire de... et puis qui est restaurateur. Voilà. Sénateur, restaurateur, on confond un peu. C'est vrai que les deux mangent bien. Bon. Alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous y allez, c'est incroyable. Alors là, il n'y a pas de question de travailler le dimanche. Il fait 10 degrés. Tous les gens qui crèvent de chaud dans la vallée du Rhône, ils montent l'été, comme des poissons pour respirer. Ils ne redescendent plus parce qu'il fait encore chaud. Puis ils ont picolé. Ils peuvent se faire gauler. Et ils restent là-haut. Et après avoir mangé, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de restaurants. Hein, parce que c'est tous les chefs qui ont été formés. C'est le plateau des fourchettes, en quelque sorte. Même en vélo, vous pouvez le faire. Ils vous prennent vos affaires. Ils vous nourrissent le soir. Vous maigrissez le lendemain en faisant du vélo. Enfin, vous pouvez faire une semaine comme ça. C'est formidable. Tout est organisé pour récupérer la monnaie. Les magasins sont tous ouverts le dimanche. Alors, il n'y a plus de question de travail du dimanche, là. Et c'est un village qui était en train de se dépeupler, qui cassait les toitures et qui aujourd'hui a plus d'emplois que d'habitants. Donc il faut aller voir. Bon, c'est une petite histoire, mais c'est une belle histoire. On peut avoir divisé par 3 les arrêts de maladie à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, sans que ça coûte un centime. Mais il y a un travail de fond, de préparation du personnel. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il a écrit tout simplement, après avoir fait tout ce travail de prévention et de l'opinion, etc., et de son personnel, a d'abord commencé par adapter les horaires aux besoins des clients, enfin les règles, bon, avoir des indicateurs de performance dans les appels téléphoniques et tout. Bon, enfin, tout un travail sur 20 ans. Un gars qui est extraordinaire, qui s'appelle Patrick Négaret, faites-le venir. Il s'occupe maintenant d'une mission nationale sur la santé préventive. Il n'est pas loin, il est à Nice là, de vendredi. Tiens. Et il a écrit ensuite aux gens qui étaient à un arrêt de maladie. Il leur a dit, vous avez été malade, vous allez mieux, on est content. Simplement, si vous avez à nouveau des ennuis, on viendra vous voir, on vous aime bien. Il y en a 2 fois sur 3, ça fait arrêter. C'est comme les histoires du jour de carence, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, là, il y a l'histoire de Ploufragan qui a transformé un centre qui est un modèle, un centre d'apprentissage qui était en déclin complet dans les débuts des années 90. Il n'y avait plus de reçus, il n'y avait plus de jeunes, plus rien, quoi. Et qui aujourd'hui est devenu une technopole, avec un véhipole, qui est devenu avec un bâtipole sur le bâtiment et tous les métiers de l'alimentation aussi. Enfin, c'est mieux que le campus de Compiègne. Tous les premiers ministres y vont. C'est extraordinaire. Mais c'est un homme, Pascal Pellan, qui a soutenu par un environnement politique, etc., sur 20 ans, qui a construit ça, avec les acteurs économiques. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est assez... Il y a l'histoire d'Espelette, le piment. Une bande de copains qui s'ennuyaient au mois d'octobre, qui font une fête pour essayer de voir des filles, parce que autrement ils étaient partis. Puis c'est aujourd'hui, vous avez 400 producteurs alors qu'il n'y en avait plus que 3. Enfin, c'est une histoire mondiale, quoi, mondialement connue. Bon, Chartres, j'ai déjà évoqué, Bruyères, 3 aussi. J'ai bien évoqué Fribourg. Quelqu'un m'a fait dédicacer l'île de Fribourg, non? Ah non, c'est pas celui-là. Il y a Pierre Choux que je n'ai pas évoqué. Pierre Choux. Qui connaît Pierre Choux? Est-ce qu'il y a personne? À Dijon.
madame. Ouais. Voilà. Une entreprise. Un homme, un ancien animateur de rue, un curé de gauche, comme moi je l'appelle, qui prend des gens envoyés par Pôle emploi comme étant inemployables. Je ne sais pas s'il y a un tampon marqué inemployable, mais enfin, ça revient à ça. Et il les remet en selle dans l'emploi marchand pour 6 000 € par emploi marchand créé au bout de 8 mois. Parce que, croyez-moi, j'ai assisté, j'ai vu prendre des gens au tri des déchets verts. Hein, des déchets, enfin, au tri des déchets, ils ne sont pas si verts que ça, c'est les poubelles, quoi. Ils ne sont pas si verts que ça. Au tri des déchets, quelqu'un qui tient le coup pendant 8-9 mois avec un accompagnateur, c'est un vrai métier. Ensuite, il est embauché n'importe où. Parce que cette personne-là va rentrer dans la grande distribution, elle aura l'impression d'une problème de santé. Hein. Donc il n'y a pas de problème en termes d'employabilité. Donc, lui, il fait ça. Le problème qu'il avait jusqu'ici, c'est qu'il n'arrivait pas que droite ou gauche confondue. Je crois que c'est en train de changer, hein, puisqu'il était assez proche de Rebsamen et de Sapin. C'est que jusqu'ici, on disait, c'est bien ce que tu fais, mais ce que vous faites, on va vous aider, mais finalement, ça ne venait jamais. Parce que globalement, à Bercy et ailleurs, dans les ministères, c'est pas dans leur culture d'imaginer qu'il y a des choses en bas qui marchent, qui pourraient être reproduites dans tout le territoire. Ils ont une culture fondamentalement jacobine, et c'est pas dans leur culture que d'imaginer que des bonnes idées viennent d'ailleurs que chez eux. C'est ça qui est terrible. Donc moi, je passe mon temps à dire, arrêtez d'imaginer d'en haut des choses qui ne marchent pas, puisqu'il y a en bas un tas de choses qui marchent. Alors, revenons maintenant sur les auto-entrepreneurs. Ça ne plairait pas à Novelli, ça, mais ce que je vais raconter. Arrêtons de dire qu'il y a 550 000 auto-entrepreneurs en France. Il y a en réalité 250 000 comme avant, mais dont 300 000 et 300 000 auto-entrepreneurs, dont 40% sont sans activité. Pas un euro de chiffre d'affaires. Et il n'y en a que 4% qui vont changer de statut pour passer à une véritable création d'entreprise. Alors, c'est bien d'avoir permis à des fonctionnaires ou à des retraités de compléter leurs revenus, hein, de légaliser une partie d'activité qui était pas plus ou moins au black jusqu'ici. Mais globalement, ce n'est pas la réponse au problème. Je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer les auto-entrepreneurs. Je dis que comme partout, on aurait mieux fait d'expérimenter avant de généraliser. On n'a pas fait. Et donc, rappelons que 33% des créateurs sont des chômeurs et que le taux de survie d'un créateur chômeur est le même que le taux de survie d'un créateur non chômeur. J'ai même vérifié, moi j'ai créé, là où je vivais à Vendôme, un institut de chômeurs entreprenants qui était proche des projets dormants là, de type ardent qu'on va voir dans un instant. Et ce qu'on a constaté, c'est que lorsqu'on mettait quelqu'un dans une dynamique de projet, même si le projet sur lequel il a été mis ne marche pas, la personne en question redevient réemployable, car le simple fait de s'être mis dans une dynamique de projet, c'est la responsabilité, c'est de lui redonner le moral qu'il n'avait pas autrement. Donc on ne rend pas service aux gens en les assistant trop, il faut les accompagner. Ça, c'est très important à prendre en compte. Bon, il ne faut pas tellement d'argent pour créer une entreprise, mais le taux de survie augmente avec les capitaux investis. Ça, c'est les travaux notamment de notre ami Letowski, qui est un ancien de la création d'entreprise. Il y a peu de créateurs entrepreneurs. Un des problèmes qu'on a, c'est que 60% des créateurs sont des solos. 60% des chefs d'entreprise sont des solos. Ils ont d'abord créé leur propre emploi. Ils n'ont pas fait le saut de la première embauche parce qu'ils ont peur. S'ils se trompent de personne, ou s'ils se trompent de perspective de marché, ils n'ont plus qu'à mettre la clé sous la porte parce qu'au prud'homme, ils vont perdre. Donc il y a vraiment tout un travail d'accompagnement pour essayer de transformer les solos en entrepreneurs qui sont des employeurs. Un réseau entreprendre, par exemple, crée des employeurs, parce que pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Donc le réseau entreprendre, vous savez, c'est le dispositif avec les muliers, là. Donc c'est très très bien, ça. Et puis il faut les rendre un peu plus créateurs. Alors c'est ce que fait notamment le CNAM, dans le cadre du dispositif avec les chambres de métiers, dont le nom m'échappe tout de ce coup, les licences métiers. Puisque dans les licences métiers, on prend des gens qui sont souvent des bac -3, on va leur donner un bac +3, entre guillemets, la reconnaissance des validations des acquis, et cette licence métier est une reconnaissance qu'ils sont devenus entrepreneurs dans leur métier, et on leur donne des compléments de gestion et de confiance en eux qui leur permettra peut-être de faire des sauts d'embauche qu'ils n'auraient pas fait autrement. Bon, d'être ouvert à l'innovation aussi, on peut l'espérer, mais bon, ça c'est... Et la politique publique est trop centrée sur les chômeurs créateurs et les innovants techniques. Donc l'innovation n'est qu'à 20% technique, ne l'oubliez pas. Alors, ces bonnes nouvelles, c'est que c'est l'insertion qui crée l'employabilité, vous l'avez compris, l'initiative innovation qui crée l'activité, et l'accompagnement qui augmente les chances d'aboutissement. Tout ça, c'est bonnes nouvelles, on les a vues, c'est juste un rappel. Et ce que fait le dispositif donc, des projets dormants, alors qu'on évoquait tout à l'heure, que vous appelez comment là, j'ai trouvé ça bizarre. ANNC, c'est vachement bien pour s'en rappeler ça. Tout le monde se dit...
Il doit y avoir un truc là-bas que nulle part on a. En fait, c'est la même chose appelée autrement, mais c'est l'appropriation, quoi. Peu importe comment on l'appelle, si pour vous ça vous parle. C'est notre truc à nous. 152 projets en cours. Bon. Mais l'idée, c'est simple. Moi, je l'ai vécu aussi dans le vent de moi. On prend les entreprises du territoire existant, développement endogène. On regarde les projets qui dorment dans les cartons, on recueille les meilleurs projets. Et on confronte ça avec ce qu'on a comme à disposition parmi les chômeurs de compétences disponibles. Et puis on croise les deux. Et si on l'accompagne, eh bien, le CNAM est bien placé pour faire ça. Le lien entre l'entreprise et la formation, c'est un lieu idéal. Et on a quand même mis, tu ne sais peut-être pas l'histoire, mais le Ardan existait avec la région Lorraine jusque dans les années 90, 2000. En 2000, on a créé le Centre national de l'entrepreneuriat. C'est moi qui étais à l'initiative de ça avec Jean-Claude Bouly, mais qui n'était pas encore là. Je l'ai fait venir. Et on a mis plus de 10 ans. On met 10 ans, c'est sur une génération, c'est sur 20 ans. Ça a commencé en 90. Avant qu'un truc arrive à maturité, à se développer, c'est comme un arbre. Pour qu'il donne des fruits, il faut savoir attendre. Il faut avoir une certaine patience parce qu'on ne viole pas les structures. Même si j'ai un tempérament comme ça, vous m'avez vu un peu à rentrer dedans comme ça, c'est en parole, mais dans les faits, il faut savoir qu'il faut respecter les vieilles dames. Il faut prendre le temps de les convaincre. Leur poser les bonnes questions. Bon. Donc ça coûte 6 000 €, ça coûte pas cher par rapport à l'indemnisation des chômeurs ou même un emploi d'avenir parfois sans avenir. Enfin, il paraît que ça marche bien ici, j'ai vu les trucs. Ça marche bien ici, j'ai vu les trucs sur la région, là, il faudra m'en parler. Donc je veux bien, vous savez, moi je me trompe, peut-être il y a des choses, si on m'apprend des trucs, je suis prêt à changer d'idée. En termes entrepreneur, vous avez compris, c'est pour activer les potentiels de croissance des TPE, PME, vous le connaissez mieux que moi, donc c'est même pas la peine que je vous montre ça, puisque vous le savez par cœur. Mais c'est bien ça, moi que tu veux y dire un mot de plus, non, c'est pas la peine. Bon. Donc c'est très bien, je crois que la région PACA, alors c'est au passage, la région PACA, c'est un secret de polichinelle, n'a pas la meilleure image du monde qu'on pourrait souhaiter, vis-à-vis d'ailleurs. En matière de grève, par exemple, à Marseille, c'est les premiers à faire grève et les derniers à arrêter, par exemple. Bon. Les chefs d'entreprise, ils ont cette image-là, d'ailleurs. Donc, mais quand il y a des choses positives comme ça, là, sur votre dispositif, faites-le savoir. Parce que ça contribue, c'est un atout pour la région, de dire qu'il y a des entrepreneurs qui se... Moi, d'ailleurs, j'ai fréquenté pas mal les clubs APM, etc. J'étais frappé, à Marseille, de voir le tonus des chefs d'entreprise qui sont là. Vous allez me dire qu'ils ont été forcés d'être toniques pour résister à l'environnement. Bon. Mais en tout cas, ceux qui sont là sont particulièrement... oui, mais c'est une forme de sélectivité. Il y a une motivation aussi, ils sont attachés à leur territoire. Bon. Donc là, on voit les secteurs d'activité, c'est surtout des moins de 10 salariés. Et puis, services d'entreprise, BTP, l'industrie. Bon. L'industrie, ça reste minoritaire quand même. Il faut être développé compte tenu de ce que vous êtes. Voilà. Donc je passe là-dessus. Ça, c'est ce que je disais sur Onsoft tout à l'heure. Pour terminer, 1 ou 2 dessins et 2-3 messages. Produire ce qui se vend et non vendre ce qu'on a produit, j'ai déjà dit. Je crois à la relocalisation des activités au nom du développement durable, de la traçabilité et de la proximité. Donc ça va. Là, on se rejoint sur l'industrie notamment, parce que je crois qu'il y a des activités qui sont parties. Aujourd'hui, il faut produire à la demande, donc il faut être proche des consommateurs. Et puis, les grands marchés de demain, c'est la solitude du vieillissement, la sécurité des biens et des personnes, les marchés verts et de l'éthique et le quaternaire que j'évoquais tout à l'heure. Je parle pour les pays développés, naturellement. L'exportation, c'est autre chose. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai développé donc un certain nombre d'idées dont je me fais un peu le défenseur pour que la compétence l'emporte sur l'appartenance. J'ai lancé ça avec Pierre Méniri, pour que l'on cesse de mettre les gens dans des cases, pour que la France d'en haut s'inspire de la France d'en bas qui entreprend et innove, pour que cessent les exceptions françaises. Il y en a pas mal. On est le seul pays à avoir le principe de précaution dans la Constitution, par exemple. Pour mutualiser les bonnes pratiques et organiser la contagion des initiatives, et pour que le courage et le bon sens l'emportent sur le clientélisme. Oui, c'est des idées que je vous ai déjà évoquées. C'est du bon sens, finalement. Elles sont ni de droite ni de gauche, mais elles sont impératives vu le contexte dans lequel on est. Et une autre idée que j'ai envie d'évoquer dans mes propositions, on ne sortira pas du système de retraite et du débat sur les 35 heures si on ne fait pas une espèce de saut par le haut. Et moi, je propose le système de retraite à points et à horloge. 70 000 heures au cours de la vie, qu'on répartit comme on l'entend. Bon. Alors, ça suppose naturellement d'être organisé, d'être pensé. Tous les syndicats étaient d'accord il y a 2 ans, après la réunion du corps, qu'il fallait faire une réforme systémique, on ne l'a pas faite. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je crois savoir pourquoi, mais bon. Et pourtant, il faudrait la faire. Et on dit que c'est long à faire, mais vous savez que plus un arbre est long à pousser, moins il faut tarder pour le planter. Donc le fait que c'est long n'est pas un argument pour ne pas le faire.
Puis ça, je passe là-dessus. Donc, quelques images. Il faut donner du foin aux vaches qui donnent du lait. Aider les entreprises qui marchent à se développer. Ça ne sert à rien d'aider, de mettre sous anti-oxygène des vaches de réforme. Et quand une entreprise est en difficulté, je crois ce que disait mon ami Fribourg, que j'évoque dans le livre aussi, là, qui est un ancien redresseur d'entreprise, il explique qu'il n'y a pas d'entreprise mûre et que des patrons blettes. Quand une entreprise est en difficulté, c'est qu'il y a un défaut de management. Il faut d'abord changer ses dirigeants. À 80%, évidemment, on peut se tromper. Oui, c'est l'histoire de Liège. Et puis, où va le progrès? À Vendôme, pendant la guerre de 14, il y avait des taxis chiens, parce que les chevaux étaient réquisitionnés et que Brigitte Bardot n'était pas née. Alors aujourd'hui, on peut se demander, si aujourd'hui il y aura un procès évidemment, si on ne marche pas sur la tête quand on voit le triste spectacle à l'île de Ré, où dorénavant, ce sont les hommes qui tirent les chiens. Voilà. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous invite à regarder mon site web et je pose 3 questions. Qu'est-ce qui vous a surpris dans tout ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui vous a frustré parce que vous n'êtes pas d'accord, vous voudriez en savoir plus? Et qu'est-ce qui peut vous servir dans la vie au quotidien? Voilà. Et en général, je laisse 2 minutes de silence pour que chacun médite ces 3 questions. Car on n'utilise pas assez le silence dans le temps de vie collective. Oui. On avait ça chez les moines dans le temps. Donc il faut retrouver le silence. Puis quand j'ai encore plus de temps, mais on ne va pas le faire ce soir, je laisse 10 minutes pour que les gens parlent avec ceux qui sont autour. Vous savez, comme à la messe, là. On se retourne avec ses voisins. Oui, c'est bien. La messe, c'est un lieu fantastique. Maintenant, on ne va plus à la messe. Je ne sais pas comment ça se passe à la mosquée, il faudrait que j'aille voir. Si on peut parler à son voisin. Et ça marche très bien. Vous avez 400 personnes comme ça, c'est du feu de Dieu. Bon, alors, qui commence? Du feu de Dieu, c'est le cas de dire, comme il dit. Qui commence? Et vous vous présentez. Écoutez, sur le financement, j'ai une vision, sans doute, comme toute vision, il faut la prendre en partie vraie et en partie fausse, mais je pense qu'elle est à 80% vraie. Un bon projet trouve toujours un financement. Mais je pense que malheureusement, il y a des bons financements qui trouvent souvent des mauvais projets. Et je méfie notamment des appels d'offres, des appels à projets. Vous voyez ce que je veux dire? Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la peine, les financements, les grands projets, le grand emprunt qu'avait lancé Sarko, pour moi, c'était une petite dette supplémentaire. Et la partie et tout n'est pas perdu, heureusement, mais il y a une partie de gaspillage, y compris dans l'université. Mais ça, il ne faut pas le dire. Et puis parce que j'ai peut-être une vision tronquée par ce que j'ai vu, et peut-être qu'il y a une partie qui m'échappe, qui est plus positive. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Voilà. Mais les banquiers, alors autrement, puisque vous parlez des banquiers, la finance internationale ne va pas mieux qu'avant. Quand on laisse les pédophiles à la tête des colonies de vacances, ils recommencent. Bon, ils sont toujours là. Mais oui, les primes que se versent, c'est indécent. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de régulation de la finance internationale. Et je crois qu'on n'a pas tellement avancé. On a mis un peu de garde-fou dans nos banques traditionnelles chez nous, mais voilà. Je crois aussi, pour le financement des projets, je crois à la mobilisation de l'épargne locale et responsable. Il y a des initiatives très intéressantes en la matière. Je ne sais pas si vous avez fait ça dans le territoire ici, mais en Auvergne, par exemple, quand vous habitez l'Auvergne et que la région ou le département, je ne sais plus, je crois que c'est la région qui fait appel à l'épargne des habitants, on a envie de se mobiliser pour sa région. C'est une manière de payer des impôts, mais qui paraît plus sympathique. D'abord, c'est compliqué votre question, parce que, l'Amérique, c'est pas ma tasse de thé. Bon, personnellement. Parce que c'est un modèle qui vit au-dessus de ses moyens, lui, encore. En vivant, comme il disait, le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Bon, ils vivent depuis longtemps, mais donc avec cette espèce d'avantage exorbitant, mais qui du jour où il ne sera plus possible, pour des raisons de confiance internationale, va les surprendre fortement, même s'ils ont des ressorts, même s'ils sont innovants, etc.
Bon, c'est un territoire. Alors, il y a des choses positives aux États-Unis. Moi, j'ai interpellé de voir que quand ils ont des immigrés algériens ou tunisiens, qui au bout d'un an mettent le drapeau américain à leur balcon, avec chez nous, s'ils ne sifflent pas la Marseillaise, on sait qu'on doit être content, dans certains cas. Hein. Donc ils ont des trucs qui sont sympathiques, y compris le fait que les entrepreneurs sont up and down, comme même si on a perdu, on peut retenter sa chance. Bon, mais ils ont aussi des choses qui sont, voilà, y compris sur le plan des solidarités, qui sont, même si enfin, la solidarité collective était insuffisante, mais il y a plus de solidarité locale. C'est ce que disait Tocqueville. Quand il y a un problème d'alcoolisme en France, vous faites une manifestation pour demander à l'État de s'en occuper. Nous, aux États-Unis, quand il y a un problème d'alcoolisme, on se rassemble avec ceux qui sont concernés par le problème et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Vous voyez, ça reste, ces facteurs culturels restent. Pour le reste, les États-Unis ont toujours une balance extérieure complètement déficitaire. Ils vivent en massacrant leur environnement et le reste du monde. Donc moi, je ne suis pas très... Vous voyez, c'est pas mon modèle, même s'il y a des valeurs, des choses intéressantes. Voilà, et sur les gaz de schiste, je suis à la fois pour dire on ne peut pas refuser de regarder, d'expérimenter, de mesurer. C'est comme les OGM, vous comprenez. Aujourd'hui, à qui le crime profite? La France était numéro 2 mondial, d'ailleurs, les Américains, à Monsanto, avec l'Imagrin, etc., et l'INRA. À qui le crime profite? Aujourd'hui, Monsanto finira par faire une statue à José Bové. Bon, donc on voit bien que... Mais je suis pour qu'on expérimente. Vous voyez, j'ai une vision un peu plus sous forme de contrôle social, mais qu'on ne refuse pas, comme on fait chez nous, interdit, quoi. C'est ça. Bon. Donc voilà, effectivement, notre industrie chimique qui était déjà mal en point, il n'y a pas en resté grand-chose. Effectivement. Écoutez, moi, ma position sur les syndicats, elle est claire. Il faut des syndicats forts et responsables. Aujourd'hui, on a des syndicats, donc je suis pour des contre-pouvoirs, c'est très clair. Aujourd'hui, on a des syndicats sans syndiqués. C'est l'émission à laquelle je devais participer ce soir, d'ailleurs. Ils ont mis Perruchot, l'ancien député qui a fait son rapport, qui n'a jamais été publié, que Le Point a diffusé, que vous trouvez en ligne. Sur 4 milliards de recettes complètes, y compris mises à disposition, il faut voir que la CFDT, par exemple, a 40 000 personnes qui peuvent à tout moment se manifester dans la rue, en Ile-de-France. Donc quand on dit à 40 000 personnes qui manifestent, oui, c'est 40 000 permanents. Bon. Mais ça, c'est pas grave. La solution simple, si on veut que les syndicats s'occupent de plus de l'ensemble des travailleurs, soient plus représentatifs, c'est qu'ils aient besoin d'avoir des syndiqués pour avoir des subventions, avoir de l'argent. Donc d'arrêter les financements indirects, comme on l'a fait pour les partis. Et la solution, c'est le chèque syndical. Alors ça existe déjà depuis longtemps chez AXA. Vous avez le patron qui donne un chèque à chaque employé. Et l'employé le donne au syndicat qui représente qui répond à ses aspirations. Et si aucun d'entre eux ne répond, on déchire le chèque. Donc le syndicat a intérêt à coller un peu plus aux attentes des travailleurs. Voilà, c'est ça le modèle vertueux. Parce qu'autrement, c'est des êtres humains, ils sont faits, comme partout, comme chez les patrons, il y en a des bons, des mauvais, il y en a qui sont pleins de bonne volonté, il y en a qui abusent. Vous voyez, il y a un mélange de tout, c'est une société, quoi. J'accuse pas, mais je crois qu'il faut des syndicats forts. Voilà. Et actuellement, ils ne sont pas assez représentatifs. Parce que c'est le système de financement qui ne va pas. Voilà, c'est ça ma position. En Allemagne, d'ailleurs, c'est pas si fort que ça. Ils font une cogestion, mais ils ne représentent que 20 à 30% des salariés qui sont syndiqués. Il n'y a qu'au Danemark où c'est très fort. Mais il n'y a aucun pays parfait. Vous savez, le Danemark est un pays qu'on présente comme un exemple, notamment avec la flexi-sécurité, etc. Mais c'est un système qui est bon pour les Danois. Les travailleurs étrangers, dès qu'ils sont au chômage, ils sont mis dehors, avec la famille. Donc ce ne serait pas acceptable, ça aussi, chez nous. Vous voyez, il faut regarder tout près. Il n'y a jamais un modèle parfait par rapport à... Il y a que des idées à prendre. Je crois quand même l'avoir dit. Moi, j'ai dit qu'il fallait accompagner les gens. Il faut se souvenir de ce que disait Jean le Bon en 1351. C'était un délit que de faire l'aumône aux gens bien portants. Ça veut dire que les gens qui sont bien portants, il faut les mettre à bosser, mais il faut les accompagner.
comme le fait Pierre Choux. Ils ne sont pas bien portants, il faut les remettre en selle. Il faut un sens de transition. C'est des blessés, il faut les soigner d'abord. Vous comprenez? Mais le pire, c'est quand on maintient des gens dans des tentes, dans la rue, comme il y a eu ça à une époque, et qu'on remplace les tentes au fur et à mesure. Et on va voir si le gars n'est pas ivre-mort et on le laisse picoler à mort. Ça, voilà, ça, c'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien. C'est la liberté des individus, mais c'est pas le service qu'on leur rend. Et ce que faisait l'abbé Pierre me semble plus intéressant à explorer, quoi. C'est recréer des lieux où il trouvait du lien social, d'une existence. Bon. Et ça renvoie donc à... Qu'est-ce que vous voulez? Mon Pierre Choux, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Il s'occupait des loupards, des blousons noirs, comme on disait dans les années 50, les 60, 60, disons. Il m'explique que maintenant, les gars qui s'occupent dans les cités des jeunes, des travailleurs sociaux, ben, ils sont là la journée, souvent. Je ne sais pas si c'est vrai à Marseille, hein, dans le coin. Et il me dit, c'est pas le matin qu'il faut être dans les cités. Parce qu'ils dorment, les gars. C'est la nuit. Vous voyez, il y a tout à repenser un travail. Bon. Il y a des trucs qui marchent. Moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est que finalement, arrêtons de de lamenter, posons-nous la question, que je vous pose à vous aussi. Qu'est-ce que je peux faire là où je me trouve pour que ça change? Et vous avez certainement des acteurs, des associations, des municipalités ou des mouvements qui font des choses. Ben, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider? Vous comprenez? Et si chacun d'entre nous bouge là où il se trouve, c'est l'ensemble de la société qui bougera. Parce qu'autrement, évidemment, qu'on a bien vu, ça ne va pas changer autrement. Et c'est possible, il y en a qui y arrivent. Regardez le truc du CNAM, ça marche bien, c'est un autre domaine. Mais c'est des gens qui ont été au chômage. Bon, ben là, c'est positif pour tout le monde, c'est gagnant-gagnant. La région, parce qu'elle dépense son argent de façon utile, elle peut dire, vous voyez, je fais des trucs utiles. Ah oui. Autrement, on peut lui demander qu'est-ce qu'elle fait de notre argent. Ben là, elle peut montrer des trucs qui sont utiles à l'économie. Personne ne peut le contester. C'est utile aussi au social, puisque c'est des gens qui ont tendance à être au chômage. Vous voyez, c'est du positif. Il y a un tas d'exemples comme ça. Donc, vous avez certainement autour de vous des gens qui ont des projets en tête et qui manquent qu'on les aide pour avancer. Voilà, bon, mais sur ces bonnes paroles, moi je vous remercie. On va remercier le président Monet. Je crois qu'en deux mots, qu'est-ce qui nous a surpris? Je ne suis pas sûr qu'on ait été tellement surpris par ce que vous ayez dit. Heureusement ou malheureusement, c'est une autre question. Qu'est-ce qui nous a frustrés? En tout cas, moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont frustré dans ce que vous avez dit, parce qu'il y a un certain nombre de constats qu'on partage et qui donnent envie de hurler aujourd'hui, parce que ça fait... Peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, d'ailleurs, entre nous. Hein. Peut-être qu'on ne pose pas suffisamment les choses comme ça, mais le constat, il est là. Ce qui nous manque, c'est un plan d'action, c'est un logiciel. Et franchement, là, c'est compliqué. Alors, votre troisième question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour mettre au point de ce plan d'action? Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver tous ensemble? Vous avez des actions portées par tel ou tel d'entre vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire les uns les autres pour aider ceux qui agissent déjà? Faire avancer les roues qui existent. C'est ce qu'on retiendra de cette soirée. Et encore merci pour cet exposé d'une rare intelligence. Et du bon sens, J'insiste. Merci encore. Je laisse ma présentation en PDF, une par page, au CNAM. Donc, il faudra mettre sur le site. Voilà. Merci.